Il y a 234 millions d'années, la Terre avait un seul supercontinent appelé Pangée avec des températures 40 degrés plus élevées qu'aujourd'hui et une atmosphère avec 23% d'oxygène. Mais pendant la période du Carnien, des volcans dans ce qui est maintenant la Colombie-Britannique ont commencé une série d'éruptions qui ont libéré suffisamment de dioxyde de carbone pour créer 3 millions d'années de pluie continue, transformant les déserts en marécages et exterminant 33% de toutes les espèces marines tandis que des dinosaures de seulement 2 mètres commencèrent leur voyage pour dominer la planète. Abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et commentez de quelle partie du monde vous regardez. Installez-vous confortablement et détendez-vous. Commençons. Comment un déluge de 3 millions d'années a-t-il transformé notre planète et ouvert la voie à l'ère des dinosaures? Il y a 234 millions d'années, la Terre ne ressemblait en rien au monde que nous connaissons aujourd'hui. Un seul et gigantesque supercontinent, la Pangée, s'étendait d'un pôle à l'autre, entouré par un océan planétaire appelé Panthalassa. Les températures moyennes dépassaient de 40 degrés celles d'aujourd'hui, transformant l'intérieur des terres en un désert brûlant et inhospitalier. L'atmosphère contenait 23% d'oxygène contre 21% de nos jours, permettant aux insectes d'atteindre des tailles prodigieuses et aux animaux de respirer un air plus riche et plus énergisant. C'était le Trias moyen, une période de transition où la vie tentait encore de se remettre de la plus terrible extinction de masse que la planète ait jamais connue. 52 millions d'années plus tôt, la grande extinction du Permien-Trias avait anéanti plus de 90% de toutes les espèces marines et 70% des espèces terrestres. La Terre était alors un monde en reconstruction, où de nouvelles formes de vie émergeaient lentement des cendres de l'ancien monde. Les reptiles commençaient à diversifier leurs formes, explorant de nouvelles façons de vivre, de se nourrir, de se reproduire. Parmi eux, des créatures modestes, ne dépassant pas 2 mètres de longueur, marchèrent sur leurs pattes arrière avec une grâce particulière. C'étaient les premiers dinosaures, encore insignifiants, encore minoritaires, dans un monde dominé par d'autres groupes de reptiles. Chers voyageurs du temps, bienvenue dans cette exploration d'un des événements les plus extraordinaires et les plus méconnus de l'histoire de notre planète. Aujourd'hui, nous allons remonter jusqu'à la période carnienne du Trias, il y a 234 millions d'années, pour être témoin d'un phénomène climatique sans précédent. Un événement qui allait durer non pas des jours, non pas des années, mais 3 millions d'années entières. Un déluge planétaire qui transformerait les déserts en marécages, décimerait un tiers de toutes les espèces marines, et offrirait aux dinosaures l'opportunité de commencer leur longue marche vers la domination du monde. Avant de commencer ce voyage extraordinaire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un j'aime sur cette vidéo et de nous dire en commentaire de quelle partie du monde vous nous regardez. Installez-vous confortablement, détendez-vous et laissez-vous porter par cette histoire fascinante. Commençons notre voyage. La Pangée était un supercontinent d'une taille difficile à imaginer. Elle s'étendait sur près de 180 millions de kilomètres carrés, regroupant toutes les terres émergées de la planète en une seule masse continentale titanesque. Sa forme rappelait vaguement un croissant de lune ou un fer à cheval géant avec une immense échancrure sur sa face orientale formant la mer de Thétis, un golfe océanique qui s'enfonçait profondément dans le continent. Au nord se trouvait la Laurasie, regroupant ce qui deviendrait un jour l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie. Au sud s'étendait le Gondwana, comprenant les futures Amériques du Sud, Afrique, Antarctique, Australie et Inde. L'existence de ce supercontinent avait des conséquences climatiques extraordinaires. Les côtes, bien qu'elles bénéficient de l'influence modératrice de l'océan Panthalassa, ne représentaient qu'une fraction minime de la surface totale des terres émergées. L'immense majorité du continent se trouvait à des milliers de kilomètres de toute étendue d'eau, créant le plus vaste désert intérieur que la Terre ait jamais connu. Les vents qui soufflaient depuis l'océan perdaient toute leur humidité bien avant d'atteindre le cœur de la Pangée. Les températures y étaient extrêmes, dépassant régulièrement les 50 degrés Celsius pendant les étés torrides et pouvant descendre en dessous de zéro pendant les hivers dans les régions les plus éloignées de l'équateur. Les pôles de la Terre, contrairement à aujourd'hui, étaient dépourvus de calottes glaciaires. Le climat global était si chaud que même aux latitudes les plus élevées, les températures ne descendaient jamais assez bas pour permettre l'accumulation de glace permanente. Cette absence de glace aux pôles avait un impact considérable sur la circulation océanique et atmosphérique.
Sans le gradient de température important entre l'équateur et les pôles que nous connaissons aujourd'hui, les courants atmosphériques et océaniques étaient différents, moins vigoureux, créant un climat plus uniforme mais aussi plus extrême dans les zones continentales intérieures. La vie sur la Pangée s'était adaptée à ces conditions difficiles. Le long des côtes et dans les régions équatoriales plus humides, des forêts luxuriantes s'épanouissaient, peuplées de conifères primitifs, de fougères arborescentes et de cycas. Ces plantes formaient des écosystèmes complexes où vivaient une multitude d'animaux. Les thérapsides, ces reptiles mammaliens qui avaient dominé le Permien, étaient encore présents mais en déclin. Les dicynodontes, avec leurs becs cornés et leurs défenses, broutaient la végétation comme le feraient plus tard les mammifères herbivores. Les cynodontes, ancêtres directs des mammifères, chassaient parmi les sous-bois, leur corps déjà partiellement couvert d'une fourrure primitive et leur métabolisme en transition vers l'endothermie. Mais ce sont les archosaures qui commençaient véritablement à s'imposer comme les maîtres du Trias. Ce groupe de reptiles, dont le nom signifie lézard dominant, allait donner naissance non seulement aux dinosaures, mais aussi aux ptérosaures et aux crocodiliens. Dans le Trias moyen, les archosaures étaient déjà diversifiés en plusieurs lignées distinctes. Les Rawisuchiens, des prédateurs massifs pouvant atteindre 6 mètres de longueur, régnaient au sommet de la chaîne alimentaire. Avec leurs mâchoires puissantes garnies de dents acérées et leur posture semi-dressée, ces créatures ressemblaient à ce que seraient plus tard les grands théropodes carnivores. Les aétosaures, couverts d'une armure de plaques osseuses, fouillaient le sol à la recherche de racines et d'invertébrés, occupant une niche écologique similaire à celle des porcs actuels. Les phytosaures, cousins des crocodiles modernes, hantaient les rivières et les lacs. Avec leurs longs museaux garnis de dents coniques et leur corps cuirassé, ils ressemblaient de manière frappante aux crocodiles, bien qu'ils appartiennent à une lignée évolutive distincte. Cette ressemblance est un exemple fascinant de convergence évolutive, où des animaux non apparentés développent des formes similaires en réponse à des modes de vie similaires. Les phytosaures se nourrissaient de poissons, d'amphibiens et de tout animal assez imprudent pour s'approcher trop près de l'eau. Dans les océans, la vie se diversifiait lentement après la grande extinction. Les poissons osseux commençaient à proliférer, occupant les niches laissées vacantes par les groupes disparus. Les requins, qui avaient survécu à l'extinction, continuaient leur règne séculaire dans les mers. Les ammonoïdes, ces céphalopodes à coquilles spiralées, cousins des nautiles modernes, s'étaient remarquablement diversifiés après avoir frôlé l'extinction totale. Leurs coquilles élégamment ornementées remplissaient les océans, du littoral jusqu'aux profondeurs abyssales. Les bivalves, gastéropodes et brachiopodes reconstruisaient lentement les écosystèmes benthiques, formant des récifs et des bancs sur les fonds marins. Les premiers reptiles marins commençaient également à apparaître. Les ichthyosaures, ces reptiles en forme de poisson, venaient tout juste d'évoluer et commençaient à explorer les possibilités offertes par la vie marine. Encore primitifs et relativement petits comparés aux géants qui viendront plus tard, ils représentaient néanmoins une innovation majeure. Des reptiles terrestres étaient en train de retourner à la mer, développant des adaptations pour la nage, la chasse sous-marine et même la reproduction en milieu aquatique. Les notosaures, avec leurs longs cous et leurs membres palmés, chassaient dans les eaux côtières peu profondes, capturant des poissons et des céphalopodes. Dans ce monde en reconstruction, les dinosaures étaient encore des acteurs mineurs. Les premiers membres de ce groupe étaient apparus il y a environ 15 millions d'années, au début du Trias supérieur. Ces créatures pionnières étaient petites, rarement plus de 2 mètres de longueur et légèrement construites. Elles marchaient exclusivement sur leurs pattes arrière, leurs pattes avant étant devenues trop courtes pour toucher le sol. Cette bipédie obligatoire était une caractéristique distinctive des premiers dinosaures. Leurs hanches étaient arrangées de manière unique, avec une cavité acétabulaire perforée permettant aux pattes de se positionner directement sous le corps plutôt que sur les côtés. Cette posture dressée leur conférait une efficacité locomotrice supérieure à celle de la plupart des autres reptiles de leur époque. Les premiers dinosaures se divisaient déjà en 2 lignées principales, définies par la structure de leurs hanches. Les saurichiens, ou dinosaures à hanches de lézard, avaient un pubis pointant vers l'avant. Ce groupe donnerait naissance aux grands sauropodes herbivores et aux théropodes carnivores. Les ornithichiens, ou dinosaures à hanches d'oiseaux, avaient un pubis pointant vers l'arrière. De ce groupe émergeraient les nombreux herbivores qui domineraient les paysages du Jurassique et du Crétacé.
Dans le Trias moyen, cependant, ces différences étaient encore subtiles, et les deux groupes partageaient de nombreuses caractéristiques communes. Herrerasaurus et Eoraptor, deux des dinosaures les plus primitifs connus, vivaient dans ce qui est aujourd'hui l'Argentine. Herrerasaurus était un prédateur agile d'environ 4 mètres de long, chassant des reptiles plus petits et des thérapsides. Ses mâchoires étaient garnies de dents recourbées et dentelées, parfaites pour déchirer la chair. Eoraptor, plus petit avec seulement 1 mètre de longueur, était probablement omnivore, se nourrissant d'une variété d'aliments incluant des plantes, des insectes et de petits animaux. Ces dinosaures primitifs ne dominaient pas leurs écosystèmes. Ils vivaient dans l'ombre des grands Rawizuchiens et devaient constamment se méfier de ces prédateurs massifs qui n'hésiteraient pas à en faire un repas. C'est dans ce contexte qu'une chaîne d'événements allait se mettre en place, des événements qui changeraient la face de la Terre et l'histoire de la vie pour toujours. Profondément sous la surface de la planète, dans le manteau terrestre, d'immenses forces tectoniques étaient à l'œuvre. La Pangée, bien qu'elle paraisse stable et permanente, était en réalité une configuration temporaire dans le cycle constant de la tectonique des plaques. Les forces qui avaient assemblé les continents commençaient déjà à les séparer. Des points chauds mantéliques, des colonnes de roches en fusion montant depuis les profondeurs de la Terre commençaient à affaiblir la croûte terrestre en plusieurs endroits. L'un de ces points chauds se trouvait sous ce qui est aujourd'hui la Colombie-Britannique, sur la côte ouest du Canada. À l'époque du Trias moyen, cette région faisait partie d'un arc volcanique situé dans l'océan Panthalassa, un chapelet d'îles volcaniques similaires aux îles Aléoutiennes actuelles ou au Japon. Cette région, que les géologues appellent aujourd'hui la Terrane de Wrangellia, était le théâtre d'une activité tectonique intense. La plaque océanique plongeait sous une autre portion de croûte, générant du magma qui remontait vers la surface. Pendant des millions d'années, ce processus avait construit un arc d'îles volcaniques luxuriantes, où la vie marine et terrestre prospérait. Mais au début de la période carnienne, il y a environ 237 millions d'années, quelque chose d'extraordinaire commença à se produire. Le point chaud mantélique sous Wrangellia s'intensifia dramatiquement. Le flux de magma remontant depuis les profondeurs augmenta de manière exponentielle. La pression s'accumulant dans les chambres magmatiques sous les volcans atteignit des niveaux critiques. Puis, dans une série d'explosions cataclysmiques, les volcans de Wrangellia entrèrent en éruption. Ce ne furent pas des éruptions ordinaires. Il s'agissait d'événements d'une ampleur rarement vue dans l'histoire de la Terre, des éruptions de type flotte basalte qui déverseraient des millions de kilomètres cubes de lave sur une période s'étendant sur des millions d'années. Les premières éruptions furent probablement explosives et violentes. Des colonnes de cendres s'élevèrent à des dizaines de kilomètres dans l'atmosphère, obscurcissant le soleil et projetant des débris volcaniques à travers tout le Panthalassa. Les îles de l'arc volcanique furent ensevelies sous des mètres, puis des dizaines de mètres, puis des centaines de mètres de lave fraîche. Le magma jaillissait de fissures dans la croûte terrestre, s'épanchant en rivières incandescentes qui couraient vers l'océan. Lorsque la lave entrait en contact avec l'eau de mer, d'énormes explosions de vapeur se produisaient, créant encore plus de cendres et de débris. Les tsunamis générés par ces explosions et par les effondrements des flancs volcaniques se propageaient à travers l'océan Panthalassa, atteignant les côtes de la Pangée à des milliers de kilomètres de distance. Section 2/10. Les éruptions de Wrangellia n'étaient que le début d'une cascade d'événements qui allait bouleverser le climat planétaire. Chaque éruption libérait dans l'atmosphère d'énormes quantités de gaz volcaniques. Le dioxyde de soufre formait des aérosols qui réfléchissaient la lumière solaire, provoquant un refroidissement temporaire. Mais c'était le dioxyde de carbone qui aurait l'impact le plus durable et le plus profond. Le dioxyde de carbone est un gaz à effet de serre puissant, capable de piéger la chaleur dans l'atmosphère et d'élever les températures globales. Les volcans de Wrangellia crachaient des millions de tonnes de dioxyde de carbone chaque année, enrichissant l'atmosphère d'une manière qui allait avoir des conséquences catastrophiques. Au début, les effets furent subtils. Les températures globales, déjà élevées, commencèrent à augmenter encore davantage. L'atmosphère, déjà chargée en humidité le long des côtes, devint encore plus saturée en vapeur d'eau. La vapeur d'eau est elle-même un gaz à effet de serre, créant une boucle de rétroaction positive. Plus l'atmosphère se réchauffait, plus elle pouvait contenir de vapeur d'eau. Plus elle contenait de vapeur d'eau, plus elle se réchauffait. Les océans, qui couvrent plus de 70% de la surface de la Terre et possèdent une énorme capacité thermique, commencèrent lentement à absorber cette chaleur supplémentaire. Mais en se réchauffant, ils libéraient eux aussi plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Les modèles de circulation atmosphérique commencèrent à changer.
Dans une atmosphère plus chaude, l'énergie disponible pour générer des systèmes météorologiques est plus importante. Les différences de température entre l'équateur et les pôles, bien que moins marquées qu'aujourd'hui, étaient suffisantes pour créer des gradients de pression atmosphérique. L'air chaud et humide s'élevait au-dessus des océans équatoriaux, créant des zones de basse pression. En s'élevant, cet air se refroidissait et la vapeur d'eau qu'il contenait se condensait en gouttelettes, formant des nuages. Cette condensation libérait de la chaleur latente, réchauffant encore davantage l'air ascendant et alimentant le système. Au début de la période carnienne, ces processus s'intensifièrent jusqu'à un point de basculement. Les pluies qui avaient toujours arrosé les régions côtières de manière saisonnière devinrent plus fréquentes, plus intenses, plus étendues. Les moussons qui apportaient l'humidité depuis l'océan Panthalassa vers les régions côtières de la Pangée s'amplifièrent. Au lieu de durer quelques mois par an, elles commencèrent à persister toute l'année. Les précipitations qui s'étaient auparavant limitées à une bande étroite le long des côtes commencèrent à pénétrer plus profondément à l'intérieur du continent. Les déserts intérieurs qui n'avaient pas vu de pluie significative depuis des millions d'années commencèrent à recevoir leurs premières gouttes d'eau. Ce fut le début de l'épisode pluvial carnien, un événement climatique d'une durée et d'une ampleur extraordinaires. Pendant les mois et les années qui suivirent, la pluie continua de tomber. Ce n'était pas une pluie légère et intermittente, mais des déluges torrentiels qui transformaient le paysage. Les lits de rivières asséchés depuis des éons se remplirent d'eau bouillonnante. Des torrents apparurent, là où il n'y avait eu que du sable et de la roche. Les dépressions dans le désert se transformèrent en lacs, puis en mers intérieures. La vie, si longtemps confinée aux marges côtières de la Pangée, eut soudain l'opportunité de coloniser l'intérieur du continent. Les géologues ont trouvé les preuves de cet événement extraordinaire dans les roches du monde entier. Des couches de sédiments datant du Carnien montrent un changement radical dans les conditions de dépôt. Là où auparavant on trouvait des grès éoliens, témoins de vastes déserts de dunes, on trouve soudain des mudstones et des siltstones, des roches formées dans des environnements lacustres et fluviaux. Des lits de charbon apparaissent, indiquant la présence de vastes marécages et de forêts humides. Des évaporites, ces dépôts de sel formés par l'évaporation de l'eau dans des climats arides, disparaissent presque complètement des archives géologiques. Tous ces indices pointent vers le même événement, un changement climatique majeur vers des conditions beaucoup plus humides. Dans les Dolomites italiennes, les géologues ont identifié une séquence de roches particulièrement révélatrice. Sous les calcaires marins du Trias moyen, représentant une mer tropicale peu profonde, on trouve soudain des couches épaisses de mudstone rouge et de grès, déposées par des rivières qui déversaient d'énormes quantités de sédiments dans l'océan. Au-dessus de ces couches, les calcaires marins reprennent, mais avec une composition différente, indiquant un changement dans les écosystèmes marins. Cette séquence raconte l'histoire de l'arrivée soudaine de pluies torrentielles, de l'érosion massive du continent et de l'impact de ce déluge sur les écosystèmes marins côtiers. En Amérique du Nord, dans les formations géologiques du sud-ouest des États-Unis, on trouve des preuves similaires. La formation de Shinle, célèbre pour ses fossiles de dinosaures et d'autres reptiles du Trias supérieur, contient des couches épaisses de mudstone colorées déposées dans des plaines d'inondation et des systèmes fluviaux. Ces sédiments racontent l'histoire d'une région qui était autrefois un désert aride et qui se transforma en un réseau de rivières, de lacs et de forêts marécageuses. Les fossiles trouvés dans ces couches montrent une faune et une flore adaptées à des environnements humides, très différentes de celles qui les avaient précédées. En Europe, en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, partout où les géologues ont étudié les roches du Carnien, ils ont trouvé des preuves de ce changement climatique radical. L'épisode pluvial carnien n'était pas un phénomène local ou régional, mais un événement véritablement global. La Terre entière était plongée dans un déluge qui semblait ne jamais devoir finir. Les estimations de la durée de cet événement varient, mais la plupart des études suggèrent qu'il dura entre 1 et 3 millions d'années. Certaines analyses indiquent que l'événement se produisit en plusieurs pulses, avec des périodes de pluies extrêmes alternant avec des périodes légèrement plus sèches, mais toujours beaucoup plus humides que les conditions qui prévalaient avant le début de l'événement. Les causes exactes de la durée extraordinaire de l'épisode pluvial carnien font encore débat parmi les scientifiques. Les éruptions de Wrangellia ont certainement joué un rôle crucial en initiant
initiant le changement climatique, mais d'autres facteurs ont probablement contribué à sa persistance. Une hypothèse suggère que les pluies elles-mêmes ont créé une boucle de rétroaction qui a perpétué l'événement. À mesure que les déserts intérieurs se transformaient en forêts et en marécages, la végétation qui s'y développait augmentait l'évapotranspiration, ajoutant encore plus d'humidité à l'atmosphère. Les forêts créaient également leur propre microclimat, favorisant encore plus de précipitations. Une autre hypothèse concerne les changements dans l'albédo de la surface terrestre. Les déserts, avec leur sable clair, réfléchissent une grande partie de la lumière solaire. Les forêts et les marécages, avec leur végétation sombre, absorbent beaucoup plus de rayonnement solaire, réchauffant la surface. Ce réchauffement supplémentaire aurait renforcé la convection atmosphérique, générant encore plus de pluie. Il est également possible que les éruptions de Vrangellia aient continué pendant toute la durée de l'événement, maintenant des niveaux élevés de CO2 dans l'atmosphère et empêchant le système climatique de revenir à son état antérieur. Les basaltes de Vrangellia, les roches volcaniques formées pendant ces éruptions, sont aujourd'hui parmi les plus grandes provinces ignées du monde. Elles couvrent des centaines de milliers de kilomètres carrés en Alaska, au Yukon, en Colombie-Britannique et même jusqu'en Oregon. L'épaisseur totale de ces basaltes dépasse 6 km dans certaines régions, témoignant de l'intensité et de la durée des éruptions. Le volume total de lave émis est estimé à plus d'1 million de kilomètres cubes, l'équivalent de recouvrir toute l'Europe continentale d'une couche de lave d'1 kilomètre d'épaisseur. C'est l'une des plus grandes éruptions volcaniques de l'histoire de la Terre, comparable aux trappes de Sibérie qui causèrent l'extinction Permien-Trias. Avec les basaltes vinrent les gaz. Les estimations suggèrent que les éruptions de Vrangellia libérèrent entre 20 et 50 000 gigatonnes de CO2 dans l'atmosphère sur une période de quelques millions d'années. Pour mettre cela en perspective, l'humanité moderne émet environ 40 gigatonnes de CO2 par an. Les éruptions de Vrangellia émettaient donc l'équivalent de plusieurs siècles d'émissions humaines chaque année, et ce pendant des millions d'années. La concentration atmosphérique de CO2, qui était déjà environ 3 à 4 fois supérieure au niveau pré-industriel, a doublé ou triplé probablement pendant l'épisode pluvial carnien. Les effets de cette injection massive de CO2 furent profonds et multiples. L'effet de serre renforcé éleva les températures moyennes mondiales de plusieurs degrés supplémentaires. Les océans, déjà chauds, devinrent encore plus chauds. Les températures de surface océanique dans les régions tropicales dépassèrent probablement 35 degrés Celsius, approchant les limites de tolérance de nombreux organismes marins. Les eaux plus profondes se réchauffèrent également, perturbant les courants de circulation thermohaline qui distribuent la chaleur et l'oxygène dans les profondeurs océaniques. Le dioxyde de carbone dissous dans l'eau de mer forme de l'acide carbonique, abaissant le pH de l'océan. Cette acidification océanique rend difficile pour les organismes marins la construction de coquilles et de squelettes calcaires. Les coraux, les mollusques, les brachiopodes et les nombreux autres organismes qui dépendent du carbonate de calcium pour construire leurs structures protectrices se trouvèrent en difficulté. Les récifs coralliens, qui avaient lentement récupéré après l'extinction Permien-Trias, commencèrent à dépérir. Les communautés benthiques qui dépendaient de ces récifs pour leur habitat subirent un stress considérable. Sur Terre, l'arrivée des pluies transforma les paysages de manière spectaculaire. Les premiers signes du changement furent probablement observables dans les régions côtières et les bassins versants qui drainaient vers l'océan. Les pluies qui auparavant s'arrêtaient après avoir parcouru quelques centaines de kilomètres à l'intérieur des terres commencèrent à pénétrer plus profondément. Les WEDS, ces cours d'eau temporaires qui ne coulaient qu'occasionnellement après de rares orages, commencèrent à couler en permanence. La végétation qui s'était confinée aux berges de ces WEDS commença à s'étendre, profitant de l'eau désormais abondante. Les plantes du Trias étaient différentes de celles que nous connaissons aujourd'hui. Les angiospermes, les plantes à fleurs qui dominent aujourd'hui la plupart des écosystèmes terrestres, n'étaient pas encore apparues. La végétation était dominée par les gymnospermes, particulièrement les conifères, les cycadophytes et les ginkgophytes. Les fougères arborescentes, vestiges d'une époque plus ancienne, étaient encore communes dans les environnements humides. Les prêles, aujourd'hui réduites à de petites plantes des zones humides, étaient représentées par des espèces arborescentes pouvant atteindre plusieurs mètres de hauteur. Ces plantes avaient évolué dans un monde où l'eau était souvent rare et précieuse. Beaucoup possédaient des adaptations pour survivre à la sécheresse. Feuilles coriaces avec une cuticule épaisse pour réduire la perte d'eau, stomates enfoncés, systèmes racinaires profonds pour atteindre les nappes phréatiques.
Lorsque les pluies commencèrent, ces plantes se trouvèrent soudain dans un environnement d'abondance. Celles qui étaient le mieux adaptées pour profiter de cette nouvelle disponibilité en eau se propagèrent rapidement. Les spores et les graines qui avaient attendu dans le sol, parfois pendant des décennies, germèrent en masse. Une explosion de croissance végétale transforma les paysages désertiques en prairies, puis en savanes, puis en forêts. Les fougères, avec leur reproduction dépendante de l'eau et leur capacité à coloniser rapidement les nouveaux habitats, furent parmi les premières à profiter des nouvelles conditions. Des tapis de fougères couvrirent les anciennes dunes de sable, stabilisant le sol et créant les conditions pour que d'autres plantes puissent s'établir. Les prêles colonisèrent les zones marécageuses qui apparaissaient dans toutes les dépressions du terrain. Les conifères, avec leurs graines bien protégées et leur capacité à croître sur une grande variété de sols, s'établirent dans les zones mieux drainées, formant des forêts qui commencèrent à ressembler à celles qui couvraient déjà les régions côtières. Section 3/10. À mesure que les années se transformaient en décennies, puis en siècles, puis en millénaires, la transformation du paysage devenait de plus en plus radicale. Les régions qui avaient été des déserts absolus, où aucune plante ne pouvait survivre, se couvrirent de végétation. Les températures élevées et l'humidité abondante créaient des conditions idéales pour la croissance végétale. Les forêts du Carnien étaient probablement similaires aux forêts tropicales humides modernes en termes de productivité et de biomasse, mais avec une composition d'espèces très différente. Au lieu de palmiers et de figuiers, on trouvait des cycadophytes ressemblant à des palmiers et des conifères géants. Au lieu de lianes fleuries, des fougères grimpantes s'enroulaient autour des troncs. Le sol sous ces forêts commença à changer. Dans un désert, il y a peu de développement du sol. Le sable et la roche sont exposés directement aux éléments, avec seulement une fine couche de matériaux altérés à la surface. Mais avec l'arrivée de la végétation, les processus de formation du sol s'accélérèrent. Les racines des plantes s'enfonçaient dans le substrat rocheux, brisant mécaniquement les roches et accélérant leur altération chimique. Les organismes du sol, bactéries, champignons, invertébrés, commencèrent à coloniser ces nouveaux environnements, décomposant la matière organique et créant l'humus riche qui caractérise les sols forestiers. L'altération chimique des roches consomme du dioxyde de carbone. Lorsque la pluie tombe, elle dissout le CO2 de l'atmosphère, formant un acide carbonique faible. Cette eau légèrement acide réagit avec les minéraux silicatés des roches, les décomposant en argile et en ions dissous. Ces ions sont ensuite transportés par les rivières jusqu'à l'océan, où ils peuvent être utilisés par les organismes marins pour construire des coquilles calcaires. Lorsque ces organismes meurent et se déposent sur le fond océanique, le carbone est effectivement retiré du cycle actif et séquestré dans les sédiments. C'est le thermostat naturel de la Terre, un processus qui régule les niveaux de dioxyde de carbone atmosphérique sur de longues échelles de temps géologiques. L'augmentation massive de l'altération chimique pendant l'épisode pluvial carnien aurait dû, en théorie, commencer à réduire les niveaux de dioxyde de carbone atmosphérique. Plus de précipitations signifie plus d'altération, ce qui signifie plus de dioxyde de carbone retiré de l'atmosphère. Cependant, ce processus prend du temps, des centaines de milliers à des millions d'années, pour avoir un effet significatif. Pendant ce temps, les volcans de Wrangellia continuaient d'émettre du CO2, maintenant les niveaux atmosphériques élevés et perpétuant les conditions climatiques humides. Les rivières qui se formèrent pendant cette période étaient vastes et puissantes. L'érosion s'accéléra dramatiquement. Les pluies torrentielles lessivaient les sols nouvellement formés, arrachant des tonnes de sédiments et les transportant vers les basses terres. Les réseaux fluviaux qui se développèrent pendant le Carnien créèrent de vastes plaines d'inondations et des deltas là où ils rencontrèrent l'océan. Ces environnements de plaines d'inondations étaient parmi les plus productifs de la planète, avec des sols riches constamment renouvelés par les crues et une végétation luxuriante. Les fossiles trouvés dans ces sédiments de plaines d'inondations révèlent des écosystèmes riches et diversifiés. Des troncs d'arbres pétrifiés, certains mesurant plus d'1 mètre de diamètre, témoignent de forêts matures. Des accumulations de feuilles, de graines et de spores montrent la diversité de la flore. Des terriers et des traces fossiles indiquent une abondance de vie animale. Des invertébrés fouisseurs aux vertébrés de toute taille. C'était un monde d'abondance, où l'eau et la nourriture étaient disponibles en quantité sans précédent. Les marécages qui se formèrent dans les zones de faible élévation et de drainage pauvre étaient particulièrement importants. Dans ces environnements gorgés d'eau, la décomposition de la matière organique est ralentie par l'absence d'oxygène. La végétation morte s'accumule, formant des couches épaisses de tourbe.
Au fil du temps géologique, avec l'enfouissement et la compression, cette tourbe se transforme en charbon. Les gisements de charbon du Carnien, bien que moins étendus que ceux du Carbonifère, témoignent de l'existence de vastes marécages où la production de biomasse végétale dépassait largement sa décomposition. Ces marécages étaient des environnements uniques, à la fois aquatiques et terrestres. L'eau stagnante, souvent acide à cause de la décomposition de la matière organique, abritait une faune adaptée à ces conditions difficiles. Les poissons d'eau douce, relativement rares dans les environnements désertiques du Trias moyen, se diversifièrent et se propagèrent. Les dipneustes, ces poissons à poumons qui peuvent respirer l'air et survivre dans des eaux pauvres en oxygène, trouvèrent dans ces marécages un habitat idéal. Les amphibiens, dont la reproduction dépend de l'eau, connurent un renouveau après avoir décliné pendant les périodes arides précédentes. Les amphibiens du Trias étaient très différents des grenouilles et des salamandres modernes. Les temnospondyles, un groupe d'amphibiens qui avait dominé les environnements d'eau douce depuis le Carbonifère, étaient encore présents. Certaines espèces, comme Mastodonsaurus, pouvaient atteindre des tailles impressionnantes, jusqu'à 6 mètres de longueur. Avec leur tête massive et plate et leurs mâchoires garnies de dents acérées, ces créatures étaient les prédateurs apex des systèmes fluviaux et lacustres. Ils chassaient des poissons, d'autres amphibiens et même des reptiles imprudents qui s'approchaient trop près de l'eau. D'autres amphibiens étaient plus modestes en taille, mais tout aussi bien adaptés à leur environnement. Les métoposaures ressemblaient superficiellement aux salamandres géantes modernes, avec des corps allongés et des pattes courtes. Ils passaient la majeure partie de leur vie dans l'eau, chassant des proies à l'affût. Leurs yeux, situés sur le dessus de leur tête plate, leur permettaient de rester immergés tout en surveillant la surface. Leurs larves, complètement aquatiques, remplissèrent les mêmes niches écologiques que les têtards modernes, se nourrissant d'algues et de détritus. Les reptiles, cependant, étaient les véritables maîtres de ce nouveau monde humide. Contrairement aux amphibiens, qui dépendent de l'eau pour leur reproduction, les reptiles pondent des œufs amniotiques qui peuvent se développer sur Terre. Cette innovation évolutive leur permettait d'exploiter une plus grande variété d'habitats. Les phytosaures, ces crocodiliens ancestraux, prospérèrent dans les rivières et les lacs du Carnien. Leurs populations explosèrent à mesure que les habitats aquatiques s'étendaient. Des espèces de toute taille, depuis de petits individus d'1 mètre jusqu'à des géants de plus de 10 mètres, occupaient différentes niches écologiques. Rutiodon était l'un des phytosaures les plus communs en Amérique du Nord. Avec ses 7 mètres de longueur, il dominait les systèmes fluviaux de ce qui est aujourd'hui le sud-ouest des États-Unis. Son long museau étroit, garni de centaines de dents coniques, était parfait pour attraper des poissons rapides. Ses narines, situées en arrière du crâne près des yeux plutôt qu'à l'extrémité du museau comme chez les crocodiles modernes, lui permettaient de respirer tout en gardant la majeure partie de son corps immergé. Il chassait à l'affût, attendant patiemment qu'une proie passe à portée avant de bondir avec une vitesse surprenante. Les aétosaures, ces archosaures herbivores blindés, profitèrent également de l'expansion des environnements humides. Leur armure de plaques osseuses, qui aurait pu sembler un handicap dans les déserts arides, était un avantage dans les plaines d'inondation où les prédateurs abondaient. Desmatosuchus, un aétosaure nord-américain, portait non seulement une armure dorsale, mais aussi d'impressionnantes épines pointant vers l'extérieur depuis ses épaules. Ces épines, qui pouvaient atteindre 45 cm de longueur, servaient probablement de défense contre les grands prédateurs et peut-être aussi d'ornement pour les parades sexuelles. Les rowisuchiens, ces prédateurs massifs qui avaient dominé le Trias moyen, continuèrent leur règne pendant le Carnien. Postosuchus, un rowisuchien nord-américain, mesurait jusqu'à 5 mètres de longueur et pesait près d'une demi-tonne. Avec sa posture semi-dressée, ses puissantes pattes arrière et ses mâchoires garnies de dents en forme de poignard, il était le super prédateur de son écosystème. Il chassait les grands herbivores comme les aétosaures et les dicynodontes, utilisant sa vitesse et sa force pour terrasser ses proies. Certains scientifiques pensent que les rowisuchiens étaient peut-être endothermes, capables de maintenir une température corporelle élevée de manière métabolique, ce qui leur aurait donné un avantage supplémentaire sur leur proie. Les cynodontes, ces thérapsides avancés ancêtres des mammifères, étaient toujours présents, mais occupaient principalement des niches écologiques de petite taille. Hexaeretodon était un cynodonte herbivore de la taille d'un cochon qui vivait en Amérique du Sud. Ses dents postérieures élargies et à couronne complexe lui permettaient de mâcher efficacement la végétation fibreuse. Il possédait probablement une
fourrure, bien que nous n'ayons pas de preuves fossiles directes de cela, et un métabolisme élevé. Ces caractéristiques lui permettaient de rester actif dans des conditions variées et de concurrencer efficacement avec les reptiles herbivores de taille similaire. D'autres cynodontes étaient carnivores ou insectivores. Ces petites créatures, rarement plus grandes qu'un chat, chassaient dans les sous-bois des forêts et le long des berges des rivières. Ils se nourrissaient d'invertébrés, de petits vertébrés et peut-être aussi d'œufs. Leur sens de l'odorat était probablement bien développé et ils possédaient une ouïe fine grâce à leur oreille moyenne en évolution. Ces caractéristiques les rendaient efficaces pour chasser de nuit, une niche écologique qui était peut-être moins exploitée par les reptiles diurnes. C'est dans ce monde en transformation que les dinosaures commencèrent leur ascension. Au début du Carnien, ils étaient encore rares et confinés à quelques régions, mais les nouvelles conditions créées par l'épisode pluvial leur offraient des opportunités. Les forêts et les zones boisées ouvertes qui se développaient étaient des habitats dans lesquels les premiers dinosaures semblaient prospérer. Leur posture dressée, avec les pattes directement sous le corps, leur conférait une efficacité locomotrice supérieure à celle de la plupart des autres reptiles. Ils pouvaient courir plus vite et avec moins d'efforts, un avantage important tant pour chasser que pour échapper aux prédateurs. Section 4/10. Pendant que les continents se transformaient, les océans subissaient leurs propres bouleversements. L'impact de l'épisode pluvial carnien sur les écosystèmes marins fut profond et, à bien des égards, catastrophique. Les changements climatiques et environnementaux qui transformaient les paysages terrestres avaient des répercussions directes et indirectes sur la vie marine. Les océans, qui couvrent la majeure partie de la surface de la planète, sont intimement liés aux processus atmosphériques et terrestres. Ce qui se passe sur Terre affecte inévitablement la mer, et vice-versa. L'une des premières conséquences fut l'afflux massif d'eau douce et de sédiments dans les océans. Les rivières gonflées par les pluies torrentielles transportaient d'énormes quantités de matériaux vers les zones côtières. Des panaches de sédiments en suspension s'étendaient sur des centaines de kilomètres depuis les embouchures des rivières, troublant les eaux claires des mers peu profondes. Cette turbidité réduisait la pénétration de la lumière dans l'eau, affectant les organismes photosynthétiques qui formaient la base de la chaîne alimentaire marine. Les coraux, en particulier, souffrirent de ces conditions. Les coraux constructeurs de récifs nécessitent des eaux claires, chaudes et bien éclairées pour prospérer. Ils vivent en symbiose avec des algues microscopiques appelées zooxanthelles qui réalisent la photosynthèse et fournissent au corail une grande partie de son énergie. Sans lumière suffisante, les zooxanthelles ne peuvent pas photosynthétiser efficacement et le corail s'affaiblit. De plus, les sédiments en suspension se déposent sur les polypes coralliens, les étouffant physiquement. Les coraux possèdent des mécanismes pour éliminer une certaine quantité de sédiments, mais lorsque l'apport est trop important ou trop constant, ils ne peuvent pas suivre. Les récifs coralliens du Carnien, qui avaient mis des millions d'années à se reconstruire après l'extinction Permien-Trias, commencèrent à dépérir. Les analyses de carottes de forage et d'affleurements rocheux montrent un déclin dramatique des coraux constructeurs de récifs pendant cette période. Les structures récifales complexes qui abritaient une biodiversité exceptionnelle s'effondrèrent. Les espèces qui dépendaient des récifs pour leur habitat, leur nourriture ou leur protection se retrouvèrent sans abri. Cette perturbation se propagea en cascade à travers les écosystèmes marins. L'acidification océanique aggravait le problème. Le dioxyde de carbone émis par les volcans de Wrangellia ne restait pas uniquement dans l'atmosphère. Une partie significative se dissolvait dans l'eau de mer, où il réagissait pour former de l'acide carbonique. Cette réaction abaissait le pH de l'océan, le rendant plus acide. Dans un océan plus acide, la concentration d'ions carbonates diminue. Ces ions sont essentiels pour les organismes qui construisent des coquilles et des squelettes calcaires, comme les coraux, les mollusques, les brachiopodes et de nombreux types de plancton. La construction d'une coquille calcaire devient plus difficile et coûteuse énergétiquement dans une eau acide. Les coquilles déjà formées peuvent même commencer à se dissoudre. Les organismes doivent dépenser plus d'énergie pour maintenir et réparer leur structure calcaire. Énergie qui ne peut plus être allouée à d'autres fonctions vitales comme la croissance, la reproduction ou la résistance aux maladies. Les espèces les plus sensibles à l'acidification furent les premières à décliner. Mais même les espèces plus tolérantes subirent un stress considérable. Le réchauffement des eaux océaniques ajoutait un stress supplémentaire. Les températures de surface dans les régions tropicales dépassaient probablement 35 degrés Celsius, approchant ou dépassant les limites de tolérance thermique de nombreux organismes marins.
Les eaux plus chaudes contiennent moins d'oxygène dissous, un phénomène physique dû à la diminution de la solubilité des gaz dans l'eau chaude. En même temps, le métabolisme des organismes marins augmente avec la température, ce qui signifie qu'ils ont besoin de plus d'oxygène. Cette combinaison de demande accrue et de disponibilité réduite créait des conditions hypoxiques, particulièrement dans les eaux plus profondes et moins bien ventilées. L'hypoxie, ou manque d'oxygène, est létale pour la plupart des animaux marins. Seules quelques espèces spécialisées peuvent survivre dans des eaux appauvries en oxygène. À mesure que les zones hypoxiques s'étendaient, les habitats disponibles pour les animaux marins se rétrécissaient. Les espèces mobiles pouvaient migrer vers des eaux mieux oxygénées, mais cela les concentrait dans des zones plus restreintes, augmentant la pression sur ces espèces compétition pour les ressources. Les espèces sessiles, fixés au fond marin, n'avaient aucune échappatoire et périssaient massivement. Les archives fossiles du Carnien montrent clairement les effets de ces stress multiples. On observe un déclin significatif de la diversité des organismes marins, particulièrement parmi les groupes qui construisent des coquilles calcaires. Les ammonoïdes, ces céphalopodes à coquilles spiralées qui avaient prospéré après l'extinction Permien-Trias, subirent une extinction sévère. Environ 30 à 35% de toutes les familles d'ammonoïdes disparurent pendant le Carnien. Les survivants durent se diversifier à nouveau après la fin de l'épisode pluvial pour repeupler les océans. Les conodontes, ces petits animaux marins ressemblant à des anguilles dont seuls les éléments dentaires se fossilisent généralement, déclinèrent également. Ces créatures, qui avaient été incroyablement diversifiées et abondantes pendant des centaines de millions d'années, commencèrent leur déclin final pendant le Carnien. Bien qu'ils survivraient encore jusqu'à la fin du Trias, leur diversité ne retrouva jamais les niveaux antérieurs au Carnien. Les conodontes étaient des éléments importants des écosystèmes pélagiques, et leur déclin eut probablement des répercussions en cascade. Les bivalves et les gastéropodes, ces mollusques à coquilles qui dominent aujourd'hui les fonds marins, subirent également des pertes, bien que certains groupes s'en sortent mieux que d'autres. Les espèces adaptées aux eaux peu profondes et côtières furent particulièrement touchées par l'afflux de sédiments et les fluctuations de salinité causées par l'apport massif d'eau douce. Cependant, certains groupes de bivalves commencèrent à exploiter de nouvelles niches écologiques, s'enfouissant plus profondément dans les sédiments ou développant de nouvelles stratégies alimentaires. Les brachiopodes, ces animaux marins à coquilles bivalves qui avaient dominé les fonds marins pendant le Paléozoïque, continuèrent leur long déclin. Ils avaient été durement touchés par l'extinction Permien-Trias et ne s'étaient jamais complètement rétablis. Le stress additionnel du Carnien réduisit encore leur diversité et leur abondance. Les brachiopodes allaient être progressivement remplacés par les bivalves dans la plupart des environnements marins, un changement majeur dans la composition des écosystèmes benthiques qui persiste jusqu'à aujourd'hui. Les échinodermes, incluant les oursins, les étoiles de mer et les crinoïdes, furent également affectés. Les crinoïdes, ou lys de mer, avaient été incroyablement diversifiés et abondants pendant le Paléozoïque. Après l'extinction Permien-Trias, ils avaient commencé à se diversifier à nouveau, mais le Carnien interrompit cette récupération. Certaines familles disparurent complètement, tandis que d'autres furent réduites à quelques espèces. Les crinoïdes mobiles, qui pouvaient nager plutôt que d'être fixés au fond, s'en sortirent mieux que les formes sessiles, peut-être parce qu'ils pouvaient échapper aux conditions défavorables. Les reptiles marins, en revanche, semblent avoir relativement bien traversé l'épisode pluvial carnien. Les ichthyosaures continuèrent leur radiation évolutive, développant de nouvelles formes adaptées à différents modes de vie. Certaines espèces devinrent des prédateurs rapides et pélagiques, chassant dans les eaux ouvertes. D'autres se spécialisèrent dans la chasse en eaux côtières peu profondes. Leur capacité à respirer de l'air atmosphérique leur donnait un avantage dans les eaux hypoxiques où les poissons et autres animaux marins suffoquaient. Les notosaures et les placodontes, deux groupes de reptiles marins du Trias, prospérèrent dans les environnements côtiers. Les placodontes, avec leurs dents larges et plates, étaient spécialisés dans la consommation de coquillages qu'ils écrasaient avec leurs mâchoires puissantes. Certaines espèces développèrent des carapaces ressemblant à celles des tortues, une convergence évolutive remarquable. Les notosaures, plus graciles, chassaient des poissons et des céphalopodes dans les lagunes et les mers peu profondes. Ces reptiles marins, bien qu'ils ne dominent pas encore les océans comme le feraient plus tard les plésiosaures et les mosasaures,
étaient déjà des prédateurs importants dans les écosystèmes marins du Trias. Les poissons, en tant que groupe, traversèrent le Carnien avec des fortunes variées. Les poissons osseux modernes, les téléostéens, commençaient tout juste à se diversifier et n'étaient pas encore très abondants. Les poissons à nageoires rayonnés plus primitifs dominaient encore, occupant une grande variété de niches écologiques. Les poissons cartilagineux, incluant les requins et les raies, continuèrent leur existence millénaire. Certains groupes prospérant tandis que d'autres déclinaient. Les requins hybodontidés, un groupe qui dominerait les océans du Mésozoïque, commencèrent à se diversifier pendant le Trias. L'un des développements les plus significatifs dans les océans du Carnien fut l'émergence de nouveaux types de plancton calcaire. Bien que certains groupes de plancton aient décliné à cause de l'acidification, d'autres commencèrent à se diversifier. Les foraminifères planctoniques, qui deviendraient plus tard extrêmement importants dans les écosystèmes marins, firent leurs premières apparitions dans les archives fossiles. Les coccolithophores, des algues microscopiques qui construisent de minuscules plaques calcaires, commencèrent également leur expansion. Ces organismes allèrent devenir essentiels dans le cycle du carbone océanique et joueraient un rôle crucial dans la séquestration du CO2 atmosphérique. Les changements dans les écosystèmes marins pélagiques eurent des répercussions sur les prédateurs de haut niveau. Bien que nous ayons peu d'informations directes sur les réseaux trophiques du Carnien, nous pouvons inférer que les changements à la base de la chaîne alimentaire se propagèrent vers le haut. Les prédateurs qui dépendaient de proies spécifiques furent affectés par les changements dans l'abondance et la distribution de ces proies. Ceux qui avaient des régimes alimentaires plus flexibles s'adaptèrent mieux aux nouvelles conditions. Les zones côtières où les environnements marins et terrestres se rencontrent furent particulièrement dynamiques pendant le Carnien. L'expansion des systèmes fluviaux et la formation de vastes deltas créèrent de nouveaux habitats. Les estuaires, où l'eau douce des rivières rencontre l'eau salée de l'océan, sont parmi les environnements les plus productifs de la planète. Ils servent de nurserie pour de nombreuses espèces marines, offrant un abri et une abondance de nourriture pour les juvéniles. Les deltas du Carnien auraient probablement soutenu une biodiversité exceptionnelle, malgré les conditions globalement stressantes. Les mangroves modernes, qui dominent aujourd'hui de nombreuses côtes tropicales, n'existaient pas encore pendant le Trias, puisque ce sont des plantes à fleurs. Cependant, d'autres types de végétation colonisaient probablement les zones intertidales et les marais côtiers. Ces plantes stabilisèrent les sédiments, créaient des habitats complexes et fournissaient de la matière organique qui soutenait les réseaux trophiques estuariens. Les invertébrés qui vivent aujourd'hui dans ces environnements, comme les crabes, les crevettes et les vers polychètes, avaient déjà des représentants dans le Trias qui occupaient des niches similaires. Section 5/10. Sur les continents, les transformations écologiques se poursuivaient à un rythme extraordinaire. La colonisation des anciennes zones désertiques par la végétation créait de nouveaux écosystèmes complexes qui n'avaient jamais existé auparavant dans ces régions. Ces nouveaux habitats offraient des opportunités pour l'expansion et la diversification de nombreux groupes d'organismes, des invertébrés aux vertébrés. La compétition pour les ressources, autrefois concentrée dans les zones côtières humides, se dispersait maintenant sur une zone beaucoup plus vaste, réduisant la pression dans certaines régions tout en créant de nouvelles dynamiques ailleurs. Les invertébrés terrestres furent parmi les premiers à coloniser les nouveaux habitats. Les insectes, avec leur capacité à voler et leur taux de reproduction élevé, se dispersèrent rapidement dans les forêts naissantes. Les décomposeurs, incluant les coléoptères, les mille-pattes et les cloportes, commencèrent le travail crucial de décomposition de la litière végétale, recyclant les nutriments et contribuant à la formation du sol. Les herbivores, comme les orthoptères, ancêtres des sauterelles et des criquets, se nourrissaient des feuilles abondantes. Les prédateurs et parasites, comme les guêpes et les punaises, suivirent leurs proies dans ces nouveaux territoires. Les araignées tissaient leurs toiles entre les branches, capturant les insectes volants. Les scorpions, qui avaient évolué des centaines de millions d'années auparavant et s'étaient adaptés à la vie terrestre bien avant la plupart des autres arthropodes, trouvèrent dans les sous-bois humides des conditions idéales pour chasser. Les myriapodes de toutes sortes rampaient dans la litière de feuilles et sous l'écorce des arbres. Ces invertébrés, bien que souvent négligés dans les reconstructions populaires des écosystèmes anciens, constituaient la majorité de la biomasse animale et jouaient des rôles écologiques essentiels. Les vers de terre, ces ingénieurs écosystémiques qui aèrent et enrichissent le sol, étaient probablement présents bien que nous ayons peu de preuves fossiles directes de leur existence dans le Trias.
Leur travail de bioturbation du sol aurait considérablement amélioré sa fertilité, favorisant la croissance végétale et accélérant le développement des forêts. Les escargots et les limaces terrestres, qui avaient évolué à partir d'ancêtres marins, trouvèrent dans les environnements humides du Carnien des conditions parfaites pour se diversifier. La diversité et l'abondance des invertébrés soutenaient les populations de petits vertébrés insectivores. Les lézards, bien que probablement pas encore aussi diversifiés qu'ils le deviendraient plus tard, commençaient à occuper les niches de petits prédateurs terrestres. Agiles et rapides, ils chassaient les insectes sur les troncs d'arbres et parmi les rochers. Certaines espèces développèrent des adaptations particulières, comme des doigts adhésifs pour grimper ou des corps allongés pour se faufiler dans les crevasses. Les premiers lépidosauriens, le groupe qui donnerait naissance aux lézards et aux serpents modernes, apparurent probablement pendant le Trias. Ces petits reptiles, rarement plus grands qu'un lézard moderne, se distinguaient par certaines caractéristiques de leur crâne et de leurs écailles. Ils coexistaient avec d'autres groupes de petits reptiles, dont certains n'ont laissé aucun descendant moderne. La diversité des petits reptiles du Trias était probablement bien plus grande que ce que les archives fossiles, biaisées vers les grands animaux aux os robustes, nous laissent entrevoir. Les tortues, ou du moins leurs ancêtres, commencèrent également leur histoire évolutive au Trias. Odontochelys, du Trias supérieur de Chine, montre une étape intermédiaire dans l'évolution de la carapace des tortues. Cette créature possédait un plastron complet sur sa face ventrale, mais seulement un élargissement des côtes sur sa face dorsale, pas encore une vraie carapace. Elle avait aussi des dents, une caractéristique perdue chez les tortues modernes. Odontochelys était probablement semi-aquatique, vivant dans les lacs et les rivières. L'évolution de la carapace des tortues reste l'un des mystères fascinants de la paléontologie, et les fossiles du Trias fournissent des indices cruciaux sur ce processus. Les rhinchocéphales, un groupe de lépidosauriens dont le seul survivant moderne est le tuatara de Nouvelle-Zélande, étaient diversifiés et répandus dans le Trias. Ces reptiles ressemblaient superficiellement à des lézards, mais possédaient plusieurs caractéristiques uniques de leur crâne et de leurs dents. Certaines espèces étaient terrestres, d'autres arboricoles, et certaines peut-être même semi-aquatiques. Les rhinchocéphales allaient connaître leur apogée au Jurassique avant de décliner progressivement, peut-être en compétition avec les lézards qui se diversifiaient. Les archosauromorphes, ce groupe incluant les archosaures et leurs proches parents, dominaient la mégafaune terrestre du Carnien. Nous avons déjà mentionné les rawisuchiens, les aétosaures et les phytosaures, mais d'autres groupes étaient également présents. Les protorosaures, avec leurs longs cous et leur corps élancé, ressemblaient à de petits sauropodes, bien qu'ils n'en soient pas apparentés. Tanystropheus, l'un des plus célèbres, possédait un cou extraordinairement long, parfois 2 fois la longueur de son corps et de sa queue combinée. Les scientifiques débattent encore de son mode de vie, certains suggérant qu'il utilisait son long cou pour pêcher depuis la rive, d'autres qu'il était aquatique. Les dinosaures, pendant ce temps, commençaient à se diversifier et à s'étendre géographiquement. Les premiers dinosaures étaient tous relativement petits et bipèdes, mais au cours du Carnien, les premières différences majeures entre les lignées commencèrent à apparaître. Les théropodes, les dinosaures carnivores, restaient généralement petits et agiles. Coelophysis, bien que techniquement du Trias supérieur tardif après la fin de l'épisode pluvial, représente le type de théropode qui évoluait pendant cette période. Léger, rapide, avec des mâchoires garnies de dents pointues et des griffes acérées sur ses mains à 3 doigts. Il chassait probablement en groupe des proies allant des insectes aux petits reptiles. Les premiers sauropodomorphes, les ancêtres des géants herbivores du Jurassique, firent également leur apparition. Saturnalia, du Trias supérieur du Brésil, était un petit dinosaure d'environ 1,5 m de longueur. Bien qu'il puisse encore se déplacer sur ses pattes arrière, ses proportions suggèrent qu'il pouvait également marcher sur ses 4 pattes. Ses dents, moins pointues que celles des théropodes, étaient adaptées pour traiter la végétation. Saturnalia et ses proches représentaient les premiers pas vers le gigantisme qui caractériserait les sauropodes ultérieurs. Les ornithischiens, le 3e groupe majeur de dinosaures, étaient encore rares pendant le Carnien. Les premiers représentants connus, comme Pisanosaurus, étaient de petits herbivores ou omnivores bipèdes. Leurs dents présentaient des adaptations pour broyer la végétation, avec des rangées de dents qui s'emboîtaient pour couper et mâcher efficacement.
Ces dinosaures modestes ne laissaient pas présager la diversité extraordinaire d'ornithischiens qui domineraient les paysages du Jurassique et du Crétacé, des stégosaures blindés aux hadrosaures à bec de canard. Malgré leur diversification commençante, les dinosaures restaient des acteurs secondaires dans les écosystèmes du Carnien. Les prédateurs dominants étaient toujours les rauisuchiens. Les herbivores les plus communs étaient les aétosaures, les dicynodontes et divers autres groupes de reptiles. Les dinosaures occupaient principalement des niches de petite à moyenne taille, évitant la compétition directe avec les grands archosaures qui dominaient. Leur posture dressée et leur efficacité locomotrice leur donnaient des avantages dans certains environnements, particulièrement les forêts et les zones boisées où la maniabilité était importante. Les forêts du Carnien étaient des environnements complexes et stratifiés. La canopée, formée par les plus grands arbres, captait la majeure partie de la lumière solaire. Ces arbres, principalement des conifères et des cycadophytes, pouvaient atteindre des hauteurs considérables. Sous la canopée, une strate intermédiaire d'arbres plus petits et de fougères arborescentes créait un second niveau. Le sous-bois, relativement sombre, était dominé par les fougères, les prêles et les jeunes arbres. Enfin, le sol forestier était couvert d'une litière de feuilles, de branches tombées et de matière organique en décomposition. Chaque strate de la forêt abritait différentes communautés d'organismes. La canopée était le domaine des insectes volants, des petits reptiles arboricoles et, potentiellement, de certains des premiers planeurs. Bien que nous n'ayons pas de preuves fossiles directes de reptiles planeurs du Carnien, des groupes comme les Kueneosauridés apparaîtraient plus tard dans le Trias supérieur, suggérant que les premières expérimentations avec le vol plané pourraient avoir commencé plus tôt. La canopée offrait une abondance de nourriture sous forme de feuilles, de graines, d'insectes et de petits animaux, ainsi qu'un refuge relatif contre les prédateurs terrestres. La strate intermédiaire était probablement le domaine de reptiles de taille moyenne, capables de grimper, mais passant aussi du temps au sol. Les jeunes des grands herbivores pouvaient se réfugier dans cette zone pour échapper aux prédateurs. Les insectes herbivores étaient abondants, se nourrissant des feuilles à tous les niveaux de la forêt. Leur impact sur la végétation était probablement significatif, certaines plantes développant des défenses chimiques ou physiques contre l'herbivorie. Le sol forestier était le domaine des grands herbivores et de leurs prédateurs. Les aétosaures fouillaient la litière de feuilles à la recherche de racines, de tubercules et de petits animaux. Les dicynodontes broutaient les fougères et les jeunes pousses. Les cynodontes chassaient dans les zones d'ombre, utilisant leur odorat développé pour localiser leur proie. Les rauisuchiens patrouillaient les sentiers forestiers, toujours à l'affût d'une proie. Les dinosaures théropodes, plus petits et plus agiles, chassèrent peut-être dans les zones de végétation plus denses où les grands rauisuchiens avaient du mal à manœuvrer. Section 6/10. L'un des aspects les plus fascinants de l'épisode pluvial carnien est l'impact qu'il eut sur l'évolution et la biogéographie. Les changements environnementaux radicaux créèrent à la fois des défis et des opportunités pour les organismes vivants. Les espèces devaient soit s'adapter aux nouvelles conditions, soit migrer vers des régions où les conditions restaient favorables, soit faire face à l'extinction. Cette pression sélective intense accéléra probablement le taux d'évolution de nombreux groupes, favorisant les innovations qui permettaient de mieux exploiter les nouveaux environnements. Pour les dinosaures, l'épisode pluvial représentait une opportunité en or. Avant le Carnien, ils étaient confinés à des régions relativement limitées, principalement en Amérique du Sud et peut-être dans quelques autres localités. Les déserts qui occupaient l'intérieur de la Pangée constituaient des barrières efficaces à leur dispersion, mais avec la transformation de ces déserts en forêts et en zones humides, de nouvelles routes de migration s'ouvraient. Les dinosaures commencèrent à se disperser à travers le supercontinent, atteignant de nouvelles régions et se diversifiant pour exploiter les différentes niches écologiques disponibles. Cette dispersion globale est documentée dans les archives fossiles. Alors qu'au début du Trias moyen, les fossiles de dinosaures sont rares et limités géographiquement, à la fin du Trias supérieur, on les trouve sur tous les continents. Cette expansion rapide suggère que les barrières qui limitaient auparavant leur distribution furent levées pendant le Carnien. Les forêts humides qui s'étendaient maintenant à travers l'intérieur de la Pangée offraient un corridor continu d'habitats favorables le long duquel les dinosaures pouvaient se déplacer. En même temps, d'autres groupes qui avaient dominé les écosystèmes du Trias moyen commencèrent à décliner. Les dicynodontes, ces thérapsides herbivores qui avaient été incroyablement diversifiés et abondants, virent leur diversité diminuer.
Plusieurs facteurs ont pu contribuer à ce déclin. La compétition avec les nouveaux herbivores reptiliens, comme les aétosaures et les rhynchosaures, devint plus intense à mesure que les habitats se fragmentaient et se transformaient. Les changements dans la composition de la végétation ont pu défavoriser certaines espèces de dicynodontes adaptées à des types de plantes spécifiques. Les rhynchosaures, ces reptiles herbivores dotés de becs et de dents spécialisés pour brouter, avaient été extrêmement abondants au début du Trias moyen. Certaines localités fossiles contiennent tellement d'ossements de rhynchosaures qu'ils forment littéralement des lits d'os. Ces animaux, qui ressemblaient vaguement à des cochons avec des becs, se nourrissaient de fougères à graines et d'autres végétaux bas. Cependant, pendant et après le Carnien, les rhynchosaures déclinèrent rapidement et finirent par s'éteindre complètement. Les raisons exactes de ce déclin ne sont pas claires, mais les changements dans la flore ont certainement joué un rôle. Une des hypothèses est que les pluies du Carnien favorisèrent l'expansion de certains types de plantes au détriment d'autres. Les fougères à graines, qui avaient été une source de nourriture importante pour de nombreux herbivores, furent peut-être remplacées dans certaines régions par d'autres types de végétation. Les conifères, qui produisent des cônes ligneux difficiles à manger, se seraient répandus dans les forêts humides. Les cicadophytes, avec leurs feuilles coriaces, souvent toxiques ou indigestes, auraient proliféré. Les herbivores, qui ne pouvaient pas s'adapter à ces nouvelles sources de nourriture, se seraient trouvés en difficulté. Les dinosaures sauropodomorphes, avec leurs longs coups et leurs systèmes digestifs efficaces, étaient peut-être mieux équipés pour exploiter cette nouvelle végétation. Leur capacité à atteindre les feuilles en hauteur leur donnait accès à des ressources que les herbivores plus courts ne pouvaient pas exploiter. Leur système digestif, qui comprenait probablement des pierres gastriques pour broyer la nourriture, leur permettait de traiter efficacement la végétation fibreuse. Ces avantages auraient pu leur donner un avantage compétitif sur les dicynodontes et les rhynchosaures dans les nouveaux écosystèmes du Carnien. Les prédateurs subirent également des changements. Les rauisuchiens restaient dominants, mais leur diversité commença à décliner. De nouveaux types de prédateurs apparurent, explorant différentes stratégies de chasse. Les premiers crocodilomorphes, les ancêtres des crocodiles modernes, firent leur apparition. Ces animaux étaient très différents des crocodiles actuels. Beaucoup étaient terrestres, avec des pattes longues et élancées, adaptées à la course. Certains étaient de petits insectivores, d'autres des carnivores de taille moyenne. Ils commençaient à peine leur longue histoire évolutive qui les mènerait à devenir les archosaures dominants après l'extinction de la fin du Trias. Les dinosaures théropodes, bien qu'encore petits, commençaient à perfectionner les adaptations qui feraient leur succès futur. Leurs mâchoires se diversifiaient en forme et en dentition, leur permettant d'exploiter différents types de proies. Leurs membres antérieurs, libérés de la fonction locomotrice, évoluaient en outils de préhension et de manipulation. Leur sens, particulièrement la vision, s'améliorait, leur donnant un avantage dans la détection des proies et l'évitement des prédateurs. Leur métabolisme était peut-être déjà élevé, leur permettant de maintenir des niveaux d'activité soutenus. La question de l'endothermie chez les dinosaures est débattue depuis longtemps. Étaient-ils ectothermes comme la plupart des reptiles modernes, dépendant de sources de chaleur externes pour réguler leur température corporelle, ou étaient-ils endothermes comme les oiseaux et les mammifères, générant leur propre chaleur métaboliquement? La réponse est probablement complexe et varie selon les groupes. Les premiers dinosaures du Trias étaient probablement quelque part entre les deux extrêmes, possédant un métabolisme plus élevé que celui des reptiles typiques, mais pas encore au niveau des mammifères ou des oiseaux modernes. Un métabolisme élevé aurait offert plusieurs avantages dans les environnements du Carnien. Il aurait permis aux dinosaures de rester actifs pendant les périodes fraîches, comme les nuits ou les saisons plus froides. Il aurait soutenu des niveaux d'activité plus élevés, permettant des chasses plus longues ou des migrations plus efficaces. Il aurait favorisé une croissance plus rapide, permettant aux juvéniles d'atteindre une taille refuge plus rapidement et de réduire la période de vulnérabilité aux prédateurs. Ces avantages, même s'ils venaient au coût d'une demande énergétique accrue, auraient pu faire la différence dans un monde en changement rapide. La vie dans les environnements humides du Carnien présentait ses propres défis. Les parasites et les maladies prospèrent dans les climats chauds et humides. Les champignons, les bactéries et les protozoaires pathogènes étaient probablement abondants. Les organismes devaient développer des défenses immunitaires robustes pour survivre. Les animaux qui vivaient en groupe, où les maladies peuvent se propager rapidement, étaient particulièrement à risque. Cela aurait pu favoriser les espèces avec des systèmes immunitaires efficaces et des comportements réduisant la transmission des maladies.
Les inondations périodiques, caractéristiques des systèmes fluviaux et des plaines d'inondation, créaient également des défis. Les animaux devaient être capables de nager ou de chercher refuge en hauteur lors des crues. Les terriers et les nids devaient être situés au-dessus des niveaux d'inondation habituels. Les plantes devaient tolérer des périodes d'inondation où leurs racines étaient immergées. Cependant, les inondations apportaient aussi des bénéfices, déposant des sédiments riches en nutriments et renouvelant la fertilité du sol. Les écosystèmes de plaine d'inondation sont parmi les plus productifs de la planète, et ceux du Carnien n'étaient probablement pas différents. La saisonnalité dans le Carnien est une question intéressante. Même dans un climat globalement très chaud et humide, il y avait probablement des variations saisonnières. Les moussons, qui apportaient la majorité des précipitations, étaient probablement saisonnières, avec des périodes de pluies intenses alternant avec des périodes légèrement plus sèches. Les températures variaient également avec les saisons, bien que l'amplitude de ces variations soit difficile à déterminer. Les organismes devaient s'adapter à ces cycles, synchronisant leur reproduction, leur croissance et leur activité avec les saisons favorables. Les stratégies de reproduction variaient probablement considérablement parmi les différents groupes d'animaux. Les reptiles modernes montrent une grande diversité de modes de reproduction, de l'oviparité avec ponte d'œufs à l'ovoviviparité, où les œufs sont retenus dans le corps de la femelle jusqu'à l'éclosion, à la viviparité vraie avec un placenta. Les reptiles du Trias utilisaient probablement une gamme similaire de stratégies. Les dinosaures, autant que nous sachions, étaient ovipares, pondant des œufs avec une coquille dure ou parcheminée. Les premiers nids de dinosaures connus datent du Jurassique, mais les dinosaures pondaient certainement des œufs dès leurs origines au Trias. Le soin parental chez les dinosaures est une question qui a été longuement débattue. Les oiseaux modernes, descendants des dinosaures théropodes, montrent des niveaux élevés de soins parental, incluant l'incubation des œufs, la protection des nids et le nourrissage des jeunes. Les crocodiliens, les plus proches parents vivants des dinosaures, montrent également du soin parental, bien que moins intense que chez les oiseaux. Il est raisonnable de supposer que les dinosaures, au moins certains groupes, prenaient soin de leurs œufs et peut-être de leurs jeunes. Ce comportement aurait augmenté les taux de survie des juvéniles, un avantage important dans des écosystèmes compétitifs. La communication entre individus était probablement importante pour de nombreuses espèces. Les signaux visuels, comme les couleurs et les motifs de peau, les ornements et les postures corporelles, auraient joué un rôle dans la reconnaissance des espèces, la sélection sexuelle et les interactions sociales. Malheureusement, les couleurs et les motifs ne se fossilisent généralement pas, bien que des découvertes récentes utilisant des techniques d'imagerie avancées aient révélé des pigments préservés dans certains fossiles exceptionnels. Les signaux auditifs, comme les vocalisations, ne laissent généralement pas de traces fossiles directes, bien que certaines structures crâniennes, comme les crêtes, puissent suggérer des capacités de vocalisation. Les odeurs et les phéromones étaient probablement également importantes pour la communication, particulièrement chez les espèces nocturnes ou vivant dans des environnements de végétation dense où la visibilité était limitée. Le sens de l'odorat était bien développé chez de nombreux reptiles du Trias, comme en témoignent les grandes cavités nasales et les régions olfactives du cerveau préservées dans certains crânes fossiles. Les cynodontes, en particulier, possédaient un odorat très développé, une caractéristique héritée par leurs descendants mammifères. Section 7/10. L'épisode pluvial carnien ne fut pas un événement uniforme et constant sur toute sa durée. Les études géologiques détaillées des roches du Carnien révèlent une histoire plus nuancée, avec plusieurs pulses ou phases d'intensification des conditions humides séparées par des périodes de conditions légèrement plus sèches. Ces fluctuations reflétaient probablement les variations dans l'activité volcanique de Wrangellia et d'autres régions, ainsi que les rétroactions complexes dans le système climatique terrestre. Chaque pulse aurait représenté un nouveau défi pour les écosystèmes qui tentaient de s'adapter aux conditions changeantes. Le premier pulse majeur de l'épisode pluvial se produisit il y a environ 237 millions d'années et dura peut-être 200 000 ans. Ce fut probablement la phase la plus intense, avec les précipitations les plus extrêmes et les changements environnementaux les plus rapides. Les écosystèmes, non préparés à un tel changement, subirent un stress considérable. Les taux d'extinction augmentèrent, particulièrement parmi les espèces spécialisées adaptées aux conditions arides qui prévalaient auparavant. Les généralistes, capables d'exploiter une variété de ressources et de tolérer une gamme de conditions, s'en sortirent mieux. Après ce premier pulse, il y eut une période de conditions légèrement plus sèches, bien que toujours beaucoup plus humides que les conditions précarniennes. Cette période de relative stabilité permit aux écosystèmes de se réorganiser.
Les espèces survivantes se diversifièrent pour occuper les niches laissées vacantes par les extinctions. De nouvelles communautés écologiques s'établirent, adaptées aux conditions humides. La végétation maturait, les forêts pionnières cédant la place à des forêts plus anciennes avec une plus grande complexité structurelle. Un ou plusieurs pulses supplémentaires se produisirent au cours des millions d'années suivantes. Chaque pulse perturbait à nouveau les écosystèmes, favorisant les espèces capables de s'adapter rapidement ou de migrer vers de nouveaux habitats. Ces perturbations répétées empêchaient l'établissement d'un équilibre écologique stable, maintenant les écosystèmes dans un état de flux constant. Cette instabilité créait des opportunités pour l'innovation évolutive et la diversification rapide. Les organismes répondaient à ces changements de plusieurs manières. Certains évoluaient simplement sur place, leur population s'adaptant génétiquement aux nouvelles conditions. Ce processus, appelé évolution anagenèse, modifiait les caractéristiques d'une espèce sans nécessairement créer de nouvelles espèces. D'autres populations se fragmentaient géographiquement, les différentes sous-populations évoluant indépendamment dans leurs régions respectives. Ce processus, l'évolution cladogenèse, menait à la divergence et à la spéciation, augmentant la diversité des espèces. Les zones refuges jouaient un rôle crucial pendant les périodes de stress environnemental extrême. Ce sont des régions où les conditions restent relativement stables et favorables même lorsque les conditions se détériorent ailleurs. Les espèces qui réussissaient à atteindre ces refuges pouvaient survivre, maintenant des populations relictuelles qui pourraient ensuite recoloniser d'autres régions lorsque les conditions s'amélioraient. Dans le contexte du Carnien, les régions côtières, qui avaient toujours été humides, auraient pu servir de refuge pour les espèces ne supportant pas les conditions changeantes de l'intérieur. Inversement, il est possible que certaines zones à l'intérieur de la Pangée aient maintenu des conditions plus sèches, même pendant les pulses humides, créant des refuges pour les espèces adaptées à l'aridité. Ces îlots de conditions arides auraient permis à certaines espèces de désert de persister, attendant la fin de l'épisode pluvial pour se disperser à nouveau. Cette mosaïque de conditions différentes à travers le supercontinent aurait créé une géographie complexe de la biodiversité, avec différentes régions hébergeant différentes communautés d'espèces. La préservation fossile des organismes du Carnien est facilitée par les conditions humides qui prévalaient. Les environnements de dépôt rapides, comme les plaines d'inondation et les deltas, favorisent la fossilisation en enfouissant rapidement les restes organiques avant qu'ils ne puissent se décomposer complètement. Les conditions anoxiques des marécages et des fonds de lacs empêchent la décomposition aérobie, préservant la matière organique. Les sédiments fins déposés dans ces environnements peuvent préserver des détails exceptionnels, incluant parfois des empreintes de peau, des contenus stomacaux et même des tissus mous. Cependant, la préservation fossile est toujours un processus sélectif et biaisé. Certains environnements fossilisent mieux que d'autres. Les organismes aquatiques ou semi-aquatiques sont plus susceptibles d'être préservés que les organismes purement terrestres. Les animaux à squelette robuste fossilisent mieux que ceux à squelette délicat ou mou. Les organismes abondants sont plus susceptibles de laisser des fossiles que les organismes rares. Par conséquent, notre compréhension de la vie du Carnien est nécessairement incomplète et potentiellement biaisée. Il y avait certainement de nombreuses espèces, particulièrement de petits animaux et d'invertébrés, qui vivaient pendant cette période mais n'ont pas laissé aucune trace fossile que nous ayons découverte. Les plantes, malgré leur abondance, présentent leurs propres défis de préservation. Alors que les parties ligneuses, comme les troncs et les branches, peuvent se fossiliser par pétrification, les feuilles, les fleurs et les organes reproducteurs sont plus délicats et se préservent moins souvent. De plus, une plante individuelle peut disperser ses différentes parties sur une grande zone, et ces parties peuvent se fossiliser dans des localités différentes. Reconstruire la plante complète à partir de fossiles fragmentaires nécessite une analyse minutieuse et souvent une certaine dose de chance. Les spores et les pollens, cependant, se préservent exceptionnellement bien. Leurs parois externes résistantes les protègent de la décomposition et leur petite taille et leur abondance signifient qu'ils sont fréquemment incorporés dans les sédiments. Les palynologues, scientifiques qui étudient les spores et pollens fossiles, peuvent reconstruire la composition de la végétation ancienne en analysant les assemblages de spores et pollen dans les carottes de sédiments. Cette approche a été particulièrement utile pour étudier les changements de végétation pendant l'épisode pluvial carnien. Les analyses palynologiques des sections du Carnien montrent des changements dramatiques dans la composition de la flore. Au début de l'épisode, on observe une augmentation soudaine des spores de fougères et de prêles, indicative de conditions très humides et d'une colonisation rapide par ces plantes pionnières. Les pollens de
conifères et de cicadophytes augmentent ensuite, suggérant l'établissement de forêts plus matures. Dans certaines régions, on observe une diversification des types de pollen, indiquant une augmentation de la diversité végétale. Ces données palynologiques fournissent un enregistrement détaillé de la transformation des écosystèmes terrestres pendant le Carnien. Les isotopes stables préservés dans les roches et les fossiles fournissent des informations sur les conditions climatiques et environnementales. Les rapports d'isotopes d'oxygène dans les carbonates marins et les phosphates peuvent indiquer les températures de l'eau. Les rapports d'isotopes de carbone peuvent révéler des informations sur la productivité biologique, la circulation océanique et les perturbations du cycle du carbone. Les rapports d'isotopes de soufre peuvent indiquer l'activité volcanique et les conditions d'oxydation de l'atmosphère et des océans. Les études isotopiques du Carnien révèlent plusieurs perturbations majeures du cycle du carbone coïncidant avec les pulses de l'épisode pluvial. Ces perturbations se manifestent comme des excursions dans les rapports d'isotopes de carbone où les valeurs changent rapidement puis reviennent progressivement vers les valeurs de base. Ces excursions indiquent des changements dans les sources et les puits de carbone, probablement liés aux émissions volcaniques de CO2, à l'augmentation de l'altération des roches et à l'enfouissement de matière organique dans les sédiments. Les températures océaniques déduites des isotopes d'oxygène montrent un réchauffement significatif pendant le Carnien. Les eaux de surface dans les régions tropicales étaient exceptionnellement chaudes, dépassant probablement 35 degrés Celsius. Même les eaux plus profondes se réchauffèrent, bien que moins intensément que les eaux de surface. Ce réchauffement aurait réduit la solubilité de l'oxygène dans l'eau de mer, exacerbant les conditions hypoxiques. Les gradients de température entre l'équateur et les pôles étaient probablement réduits, affaiblissant la circulation thermohaline qui distribue la chaleur et l'oxygène dans les océans profonds. La circulation océanique pendant le Carnien était probablement très différente de celle d'aujourd'hui. La configuration des continents, avec la Pangée regroupant toutes les terres émergées sur un côté de la planète et l'océan Pantalassa couvrant l'autre côté, créait un schéma de circulation unique. Les courants de surface, entraînés par les vents, circulaient autour de la Pangée. Les courants profonds, entraînés par les différences de densité, étaient probablement plus faibles qu'aujourd'hui en raison des gradients de température réduits. Cette circulation affaiblie aurait contribué à l'expansion des zones hypoxiques dans les océans profonds. Les zones de upwelling, où les eaux profondes riches en nutriments remontent à la surface, sont aujourd'hui parmi les régions océaniques les plus productives. Elles soutiennent d'énormes populations de plancton, qui à leur tour soutiennent des poissons, des oiseaux marins et des mammifères marins. Les zones de upwelling du Carnien auraient été similairement productives, mais si les eaux profondes étaient hypoxiques, le upwelling aurait apporté des eaux pauvres en oxygène et riches en nutriments à la surface. Cela aurait créé des conditions paradoxales où la production primaire était élevée, mais où les organismes animaux souffraient du manque d'oxygène. Les blooms d'algues, où les populations de phytoplancton augmentent explosément en réponse à un apport soudain de nutriments, auraient pu être fréquents pendant le Carnien. Lorsque les rivières gonflées par les pluies déversaient des nutriments terrestres dans les océans côtiers, elles déclenchaient probablement des blooms massifs. Ces blooms, bien qu'ils représentent une abondance de nourriture pour les herbivores planctoniques, peuvent aussi avoir des effets négatifs. Lorsque les algues meurent et se décomposent, le processus consomme de l'oxygène, créant ou exacerbant les conditions hypoxiques. Certains types d'algues produisent également des toxines qui peuvent empoisonner les animaux marins. Les zones mortes, régions océaniques où l'oxygène est si rare que peu d'animaux peuvent survivre, existent aujourd'hui dans plusieurs parties du monde, souvent exacerbées par la pollution humaine. Pendant le Carnien, des zones mortes naturelles se seraient probablement étendues, réduisant les habitats disponibles pour la vie marine. Les organismes mobiles pouvaient fuir ces zones, mais cela les concentrait dans des régions plus restreintes. Les organismes sessiles fixés au fond marin n'avaient aucune échappatoire et périssaient en masse. Les fossiles d'invertébrés benthiques du Carnien montrent parfois des assemblages d'espèces à faible diversité, dominés par quelques espèces tolérantes au stress, caractéristiques d'environnements hypoxiques. Section 8/10. Après avoir persisté pendant 1 à 3 millions d'années, l'épisode pluvial carnien prit finalement fin. Les causes de cette terminaison sont probablement multiples et complexes, reflétant l'interaction de plusieurs facteurs dans le système climatique terrestre.
l'activité volcanique de Vrangellia diminua éventuellement. Sans l'apport continu de CO2 volcanique, les processus naturels qui éliminent le CO2 de l'atmosphère, principalement l'altération chimique des roches silicatées, commencèrent à réduire progressivement les concentrations atmosphériques. Ce processus prit du temps, probablement des centaines de milliers d'années, mais il finit par inverser le réchauffement climatique. L'augmentation massive de la végétation terrestre pendant le Carnien aurait également contribué à la réduction du dioxyde de carbone atmosphérique. Les plantes absorbent le dioxyde de carbone pendant la photosynthèse, l'incorporant dans leur biomasse. Lorsque cette biomasse est enterrée et séquestrée dans les sédiments, soit sous forme de matière organique, soit sous forme de charbon, le carbone est effectivement retiré du cycle actif pour des millions d'années. L'expansion des forêts et des marécages pendant le Carnien aurait considérablement augmenté ce puits de carbone biologique, aidant à stabiliser puis à réduire les niveaux de CO2. Les changements dans l'albédo de la surface terrestre auraient également joué un rôle. Les forêts sombres absorbent plus de rayonnement solaire que les déserts clairs, contribuant au réchauffement local et régional. Cependant, les forêts augmentent aussi l'évapotranspiration, renvoyant l'humidité dans l'atmosphère mais aussi augmentant la couverture nuageuse. Les nuages ont un effet complexe sur le climat. Ils réfléchissent la lumière solaire entrante, ayant un effet refroidissant, mais ils piègent aussi le rayonnement infrarouge sortant, ayant un effet réchauffant. L'effet net dépend de l'altitude, de l'épaisseur et de la composition des nuages. Il est possible que l'augmentation de la couverture nuageuse pendant le Carnien ait contribué à un refroidissement progressif. À mesure que les précipitations diminuaient progressivement, les écosystèmes commencèrent à changer à nouveau. Les régions les plus intérieures de la Pangée, qui avaient été brièvement humides, recommencèrent à s'assécher. Les forêts cédèrent la place à des savanes, puis à des prairies, puis finalement à des zones semi-arides. Les espèces qui avaient prospéré dans les conditions humides durent soit s'adapter aux nouvelles conditions plus sèches, soit migrer vers les régions côtières qui restaient humides, soit faire face à l'extinction. Une nouvelle vague de changements écologiques balaya les continents. Ce fut probablement pendant cette phase de transition que les dinosaures commencèrent véritablement à s'imposer. Les anciens groupes dominants, comme les rhuisouchiens, les aétosaures et les dicynodontes, furent affaiblis par les extinctions et les perturbations écologiques du Carnien. Leur population déclinait, leur diversité diminuait. Les dinosaures, qui s'étaient diversifiés et dispersés pendant l'épisode pluvial, étaient bien positionnés pour exploiter les opportunités créées par ce déclin. Leur efficacité locomotrice, leur métabolisme probablement élevé et leur diversité croissante leur donnèrent des avantages compétitifs. Dans les derniers millions d'années du Trias, les dinosaures devinrent de plus en plus communs et diversifiés. Les théropodes augmentèrent en taille, certaines espèces atteignant plusieurs mètres de longueur. Les sauropodomorphes commencèrent leur transition vers le gigantisme, développant les longs coups et les grands corps qui caractériseraient les sauropodes du Jurassique. Les ornithischiens se diversifièrent, donnant naissance à plusieurs lignées qui deviendraient majeures au Jurassique et au Crétacé. À la fin du Trias, les dinosaures étaient présents sur tous les continents et occupaient une variété de niches écologiques. Cependant, leur domination finale ne fut assurée que par un dernier événement catastrophique, l'extinction de la fin du Trias. Il y a environ 201 millions d'années, une nouvelle série de perturbations environnementales frappa la Terre. Une autre province de flotte basalte, l'Atlantic Central Magmatic Province, entra en éruption. Cette province, qui s'étend aujourd'hui le long de la côte est de l'Amérique du Nord, de l'Amérique du Sud, de l'Afrique de l'Ouest et même de le fragment en Europe, représente l'une des plus grandes provinces ignées de l'histoire de la Terre. Son volume total de lave dépasse 2 millions de kilomètres cubes. Ces éruptions libérèrent d'énormes quantités de gaz dans l'atmosphère, déclenchant un nouveau réchauffement climatique et une acidification des océans. Les écosystèmes, qui avaient à peine commencé à se stabiliser après l'épisode pluvial carnien, furent à nouveau perturbés. Cette fois, cependant, les conséquences furent encore plus sévères. L'extinction de la fin du Trias élimina environ 70 à 80% de toutes les espèces terrestres et marines. Parmi les victimes figuraient presque tous les grands archosaures non dinosauriens, les rauisuchiens, les aétosaures, les phytosaures, les derniers grands dicynodontes. Les dinosaures, pour des raisons qui ne sont pas entièrement claires, traversèrent cette extinction relativement indemne.
Certaines lignées disparurent, mais les groupes principaux survécurent. Avec leurs principaux compétiteurs et prédateurs éliminés, les dinosaures héritèrent d'une terre vidée de ses anciens maîtres. Le Jurassique, qui commença immédiatement après l'extinction de la fin du Trias, fut témoin de leur radiation explosive. En quelques millions d'années, les dinosaures dominaient complètement les écosystèmes terrestres, une domination qu'ils maintiendraient pendant plus de 130 millions d'années jusqu'à leur propre extinction à la fin du Crétacé. Le succès des dinosaures après l'extinction de la fin du Trias peut être attribué à plusieurs facteurs. Leur dispersion globale pendant le Carnien signifiait qu'ils étaient présents dans de nombreuses régions différentes, réduisant le risque qu'une catastrophe régionale élimine tout le groupe. Leur diversité croissante signifiait qu'ils exploitaient déjà une variété de niches écologiques, leur donnant une flexibilité pour s'adapter aux changements. Leurs adaptations physiologiques et anatomiques, développées au cours du Trias, les rendaient compétitifs face aux autres groupes de reptiles. Il est également possible que les dinosaures aient simplement eu de la chance. L'évolution et l'extinction ont toujours un élément d'aléatoire. Les espèces qui survivent aux extinctions de masse ne sont pas nécessairement les meilleures dans un sens absolu, mais plutôt celles qui se trouvent avoir les bonnes adaptations au bon moment, ou qui se trouvent dans les bons endroits. Les dinosaures étaient au bon endroit au bon moment, et ils en profitèrent pleinement. Les crocodilomorphes, les autres survivants majeurs parmi les archosaures, prirent un chemin différent. Plutôt que de concurrencer directement les dinosaures pour la domination terrestre, beaucoup de crocodilomorphes se tournèrent vers les environnements aquatiques et semi-aquatiques. Ils développèrent les caractéristiques que nous associons aux crocodiles modernes, corps allongés, queue puissante pour la nage, yeux et narines sur le dessus de la tête, armure dorsale. Certains crocodilomorphes restèrent terrestres tout au long du Jurassique et du Crétacé, mais ils furent toujours minoritaires et de taille modeste, vivant dans l'ombre des dinosaures. Les mammifères, descendants des cynodontes, survécurent également à l'extinction de la fin du Trias. Les véritables mammifères étaient apparus à la fin du Trias, se distinguant de leurs ancêtres cynodontes par des caractéristiques de la mâchoire et de l'oreille moyenne. Ces créatures minuscules, rarement plus grandes qu'un rat, passèrent les 135 millions d'années suivantes à vivre discrètement, principalement la nuit, se nourrissant d'insectes et de petits vertébrés. Ils se diversifièrent, développant une variété de modes de vie et d'adaptation, mais restèrent toujours petits et marginaux comparés aux dinosaures omniprésents. Les ptérosaures, les reptiles volants, firent également leur première apparition à la fin du Trias. Ces remarquables créatures développèrent un vol actif indépendamment des oiseaux et des chauves-souris, utilisant une membrane de peau tendue entre un doigt extrêmement allongé et leur corps. Les premiers ptérosaures étaient petits, avec des envergures de moins d'1 mètre, mais au cours du Jurassique et du Crétacé, certaines espèces atteindraient des tailles gigantesques, avec des envergures dépassant 10 mètres. Les ptérosaures dominèrent les airs pendant toute l'ère des dinosaures, ne déclinant que lorsque les oiseaux se diversifièrent au Crétacé. Les lépidosauriens, incluant les ancêtres des lézards et des serpents, survécurent également et commencèrent leur propre radiation. Les premiers vrais lézards apparurent au Jurassique et les serpents évolueraient plus tard au Crétacé à partir d'ancêtres lézards fouisseurs. Ces reptiles occuperaient les niches de petits prédateurs et herbivores, coexistant avec les dinosaures, mais restant généralement de taille modeste jusqu'à l'extinction de la fin du Crétacé. Dans les océans, la vie se récupérait lentement après les extinctions du Carnien et de la fin du Trias. Les ammonoïdes, résilients comme toujours, se diversifièrent à nouveau, leurs coquilles élégantes évoluant en une variété infinie de formes et d'ornementations. Les coraux constructeurs de récifs se rétablirent, mais avec une composition différente. Les coraux scléractiniens, qui dominent aujourd'hui, prirent la place des coraux tabulés et rugueux du Paléozoïque qui avaient disparu lors de l'extinction Permien-Trias. Ces nouveaux récifs abritaient une biodiversité croissante de poissons, d'invertébrés et d'autres organismes marins. Section 9/10. Le legs de l'épisode pluvial carnien s'étendait bien au-delà des changements immédiats dans les écosystèmes et la biodiversité. Cet événement eut des impacts profonds et durables sur l'évolution de la vie sur Terre, sur la composition des écosystèmes et même sur les processus géologiques.
Les transformations déclenchées pendant ces 3 millions d'années de pluie résonnèrent à travers les dizaines de millions d'années qui suivirent, façonnant le cours de l'évolution d'une manière qui se fait encore sentir aujourd'hui. L'un des impacts les plus significatifs fut la restructuration des écosystèmes terrestres. Avant le Carnien, les écosystèmes étaient dominés par des groupes de reptiles et de thérapsides qui avaient évolué dans un monde principalement aride avec des zones humides limitées aux régions côtières. Après le Carnien, les écosystèmes étaient dominés par de nouveaux groupes qui avaient évolué dans ou s'étaient adaptés à un monde plus humide et végétalisé. Ce changement fondamental dans la composition des écosystèmes persista même après que les conditions climatiques redevinrent plus sèches. Les dinosaures étaient les bénéficiaires les plus évidents de cette restructuration. Leur ascension d'acteurs mineurs à dominateurs globaux fut directement facilitée par l'épisode pluvial carnien et l'extinction de la fin du Trias qui suivit. Sans ces événements, il est tout à fait possible que les dinosaures n'auraient jamais atteint la domination qu'ils exercèrent pendant le Jurassique et le Crétacé. Ils auraient pu rester un groupe mineur, une note de bas de page dans l'histoire de la vie, et l'évolution aurait pris un chemin complètement différent. La diversification des plantes pendant le Carnien eut également des conséquences à long terme. L'expansion des forêts et le développement de sols riches créèrent les conditions pour une plus grande diversité et complexité de la végétation. Les relations plantes-insectes se développèrent et se sophistiquèrent. Les insectes herbivores devinrent plus spécialisés, s'adaptant à des plantes hôtes particulières. Les plantes, à leur tour, développèrent des défenses contre l'herbivorie, des épines et des poils aux toxines chimiques complexes. Cette course aux armements évolutifs entre plantes et insectes devint un moteur majeur de diversification des deux groupes. La pollinisation par les insectes, bien qu'elle ne devienne vraiment dominante qu'avec l'évolution des plantes à fleurs au Crétacé, commença probablement à se développer pendant le Trias. Certains gymnospermes produisent des structures reproductrices qui attirent les insectes, même si elles ne sont pas de vraies fleurs. Les insectes visitant ces structures pour se nourrir de pollen ou de sécrétions sucrées transportent incidentellement du pollen d'une plante à l'autre. Cette relation mutuellement bénéfique évolua probablement indépendamment chez plusieurs groupes de plantes et d'insectes. Les écosystèmes aquatiques continentaux furent profondément transformés pendant le Carnien. Avant cet événement, les lacs et rivières permanents étaient relativement rares dans l'intérieur de la Pangée. Après, un réseau étendu de systèmes fluviaux et lacustres couvrait le continent. Ces nouveaux habitats aquatiques permirent la diversification des organismes d'eau douce, poissons, amphibiens, invertébrés, plantes aquatiques. Les faunes d'eau douce qui évoluèrent pendant et après le Carnien établirent les schémas de diversité qui persisteraient tout au long du Mésozoïque. Les poissons d'eau douce, en particulier, bénéficièrent de l'expansion des habitats aquatiques. Des lignées de poissons marins colonisèrent les eaux douces, s'adaptant aux différences de salinité, de chimie de l'eau et de disponibilité de nourriture. Ces colonisations indépendantes se produisirent à plusieurs reprises, créant une diversité de faune d'eau douce à travers différentes régions de la Pangée. Lorsque le supercontinent commença à se fragmenter au Jurassique, ces faunes se séparèrent, évoluant indépendamment sur les différents continents. Cette histoire explique en partie pourquoi les faunes de poissons d'eau douce diffèrent autant entre les continents modernes. Les changements géochimiques provoqués par l'épisode pluvial carnien laissèrent également des traces durables. L'augmentation massive de l'altération chimique des roches modifia les flux de nutriments vers les océans. Le silicium, le calcium, le magnésium et d'autres éléments furent transportés en quantité accrue par les rivières. Ces éléments sont essentiels pour de nombreux organismes marins qui construisent des squelettes ou des coquilles minéralisées. L'augmentation de leur disponibilité a pu faciliter la diversification de certains groupes d'organismes marins. Le cycle du phosphore, un élément crucial pour toute vie car il est un composant essentiel de l'ADN, de l'ARN et de l'ATP, fut également affecté. Le phosphore est relativement rare dans l'environnement et est souvent l'élément limitant pour la croissance biologique. L'érosion accrue pendant le Carnien aurait libéré plus de phosphore des roches terrestres, le transportant vers les océans. Cette augmentation de la disponibilité du phosphore aurait stimulé la productivité marine, soutenant des populations plus importantes de plancton et, par conséquent, de tous les organismes qui dépendent du plancton. Cependant, une productivité accrue peut aussi avoir des effets négatifs. Nous avons déjà mentionné les blooms d'algues et les zones mortes hypoxiques. L'eutrophisation, le processus par lequel un excès de nutriments conduit à une productivité excessive et ensuite à l'hypoxie, était probablement un problème récurrent dans les océans côtiers du Carnien.
Ce stress, ajouté aux autres facteurs comme l'acidification et le réchauffement, contribua aux extinctions marines. Les dépôts de sédiments formés pendant le Carnien sont aujourd'hui des archives géologiques importantes. Les épaisses séquences de mudstone, de grès et de charbon témoignent des conditions humides. Ces roches contiennent non seulement des fossiles, mais aussi des informations chimiques et minéralogiques sur les conditions environnementales. Les géologues utilisent ces archives pour reconstruire les climats anciens, tester des modèles de changement climatique et comprendre comment les écosystèmes répondent aux perturbations. Certaines de ces roches ont également une importance économique. Les charbons déposés dans les marécages du Carnien sont exploités dans certaines régions. Les grès formés dans les systèmes fluviaux peuvent servir de réservoir pour l'eau souterraine, le pétrole ou le gaz naturel. Les mudstones peuvent être des roches mères générant des hydrocarbures ou des roches de couverture les piégeant. La compréhension de la géologie du Carnien a donc des applications pratiques au-delà de la simple curiosité scientifique. L'épisode pluvial carnien nous offre également des leçons pour comprendre les changements climatiques modernes. Bien que les causes soient différentes, volcan pour le Carnien versus combustion de combustibles fossiles aujourd'hui, certains des processus et des conséquences sont similaires. L'augmentation du dioxyde de carbone atmosphérique, le réchauffement global, l'acidification des océans, les changements dans les schémas de précipitation, les extinctions d'espèces, tous ces phénomènes se produisirent pendant le Carnien et se produisent aujourd'hui. En étudiant comment les écosystèmes répondirent au Carnien, quelles espèces survécurent et lesquelles disparurent, quels facteurs contrôlèrent les taux d'extinction et de récupération, nous pouvons mieux comprendre ce qui pourrait se passer dans notre propre futur. Bien sûr, les comparaisons ont leurs limites. Le monde moderne est très différent du Trias, avec une configuration différente des continents, une biote différente et des échelles de temps de changement très différentes. Néanmoins, les principes fondamentaux de l'écologie et de l'évolution restent les mêmes. Une leçon importante du Carnien est que les changements environnementaux peuvent avoir des conséquences inattendues et des effets en cascade. Les éruptions volcaniques de Wrangellia déclenchèrent des changements climatiques qui transformèrent les déserts en forêts, ce qui modifia les cycles biogéochimiques, ce qui affecta les océans, ce qui provoqua des extinctions marines, ce qui ouvrit des niches écologiques, ce qui permit la diversification de nouveaux groupes. Chaque changement entraîna d'autres changements dans une cascade complexe d'effets. Prédire toutes ces conséquences à l'avance aurait été impossible, même avec une compréhension parfaite des processus individuels. Une autre leçon est que le système climatique de la Terre possède des points de basculement et des rétroactions qui peuvent amplifier ou atténuer les perturbations initiales. Les rétroactions positives, comme l'augmentation de la vapeur d'eau atmosphérique dans un climat plus chaud, peuvent amplifier le réchauffement initial. Les rétroactions négatives, comme l'augmentation de l'altération chimique absorbant plus de CO2, peuvent atténuer le réchauffement mais agissent plus lentement. La balance entre ces rétroactions détermine comment le système climatique répondra à une perturbation. Le temps de récupération après de telles perturbations est également une leçon importante. Les écosystèmes ne rebondissent pas instantanément après une crise. La récupération de la biodiversité après l'extinction du Carnien prit des millions d'années. Même après que les conditions environnementales se stabilisèrent, il fallut du temps pour que de nouvelles espèces évoluent, se dispersent et occupent les niches écologiques disponibles. Pendant cette période de récupération, les écosystèmes étaient probablement moins stables et moins productifs qu'avant ou après. La résilience écologique, la capacité d'un écosystème à absorber les perturbations et à se récupérer dépend de plusieurs facteurs. La diversité des espèces est importante. Un écosystème avec plus d'espèces a plus de redondance fonctionnelle, de sorte que si certaines espèces disparaissent, d'autres peuvent assumer leur rôle. La connectivité entre habitats est importante. Elle permet aux espèces de migrer vers des refuges pendant les périodes défavorables et de recoloniser les zones perturbées pendant la récupération. La complexité des réseaux trophiques est importante. Des réseaux plus complexes avec plus de liens peuvent être plus stables face aux perturbations. Section 10 sur 10. Alors que nous approchons de la conclusion de notre voyage à travers l'épisode pluvial carnien, il est important de considérer ce que cet événement nous révèle sur la nature même de la vie sur Terre et les forces qui la façonnent. L'histoire de la vie n'est pas un progrès linéaire et inévitable vers plus de complexité ou de perfection.
C'est une histoire contingente, influencée par des accidents géologiques et astronomiques, par des événements catastrophiques et des changements environnementaux graduels, par la compétition et la coopération entre organismes. Les dinosaures ne dominèrent pas la Terre parce qu'ils étaient intrinsèquement supérieurs aux autres groupes de reptiles. Ils profitèrent d'opportunités créées par des bouleversements environnementaux qui affaiblirent ou éliminèrent leurs compétiteurs. Dans un monde sans l'épisode pluvial carnien, sans l'extinction de la fin du Trias, les Rowisuchiens auraient peut-être continué à dominer, les dinosaures seraient restés marginaux et l'histoire de la vie aurait été radicalement différente. Les mammifères n'auraient peut-être jamais eu leur chance de diversification après l'extinction de la fin du Crétacé et l'humanité n'aurait jamais existé. Cette contingence de l'histoire évolutive est à la fois humiliante et émerveillante. Elle nous rappelle que notre existence n'était pas prédestinée, qu'elle résulte d'une chaîne improbable d'événements s'étendant sur des milliards d'années. Chaque ancêtre dans notre lignée, depuis les premières cellules jusqu'à nos parents immédiats, dut survivre et se reproduire. Chaque extinction de masse aurait pu éliminer notre lignée entière. Chaque changement environnemental aurait pu fermer les opportunités évolutives qui menèrent éventuellement à nous. L'épisode pluvial carnien illustre également la puissance des processus géologiques pour façonner la biosphère. Les volcans, les mouvements tectoniques, les changements orbitaux de la Terre, tous ces facteurs abiotiques ont des impacts profonds sur la vie. La géologie et la biologie ne sont pas des disciplines séparées, mais intimement entrelacées. Pour comprendre l'évolution de la vie, nous devons comprendre l'évolution de la planète elle-même. Les cycles biogéochimiques, les flux de carbone, d'oxygène, d'azote, de phosphore et d'autres éléments à travers l'atmosphère, les océans, les roches et les organismes vivants sont au cœur de cette interaction entre géologie et biologie. La vie influence ces cycles. Les organismes photosynthétiques produisent de l'oxygène, les organismes décomposeurs libèrent du CO2, les organismes constructeurs de coquilles séquestrent le carbone. En retour, ces cycles influencent la vie, la disponibilité des nutriments limitant la productivité, la composition de l'atmosphère affectant le climat, le pH des océans influençant la survie des organismes marins. L'épisode pluvial carnien fut une perturbation majeure de ces cycles. Le carbone fut redistribué massivement, passant des réservoirs géologiques volcaniques à l'atmosphère, puis progressivement vers la végétation terrestre et les sédiments marins. L'oxygène dans les océans diminua à cause du réchauffement et de l'augmentation de la décomposition. Les nutriments furent mobilisés par l'érosion accrue et transportés vers les océans. Ces perturbations eurent des effets en cascade sur tous les organismes vivants. Comprendre ces perturbations anciennes nous aide à comprendre comment les écosystèmes modernes fonctionnent et comment ils pourraient répondre aux changements futurs. Les parallèles entre le Carnien et notre époque moderne sont frappants et inquiétants. Nous vivons dans une période de changement climatique rapide causée par les émissions humaines de CO2. Les températures globales augmentent, les schémas de précipitation changent, les océans s'acidifient, les espèces s'éteignent à des taux alarmants. Bien que les causes soient différentes, les processus fondamentaux sont similaires. Le Carnien nous montre qu'un tel changement climatique peut avoir des conséquences profondes et durables. Les écosystèmes furent transformés, les chaînes alimentaires perturbées, les espèces disparurent. La récupération prit des millions d'années. Si nous voulons éviter des conséquences similaires aujourd'hui, nous devons agir pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, protéger les écosystèmes existants et préserver la biodiversité. Les leçons du passé sont claires. Les changements environnementaux rapides sont dangereux pour la vie. Cependant, le Carnien nous montre aussi que la vie est remarquablement résiliente. Malgré les perturbations massives, malgré les extinctions, la vie persista. De nouvelles espèces évoluèrent, de nouveaux écosystèmes s'établirent, la biodiversité se rétablit. La vie trouve toujours un moyen, comme le dit l'expression populaire. Cette résilience ne signifie pas que nous ne devons pas nous inquiéter des changements actuels. Les extinctions sont irréversibles. Les espèces perdues ne reviennent jamais exactement telles qu'elles étaient. Mais cela signifie qu'il y a de l'espoir, que même après les pires catastrophes, la vie peut se rétablir et prospérer à nouveau. Les dinosaures eux-mêmes sont un témoignage de cette résilience. Ils émergèrent comme un groupe mineur dans un monde dominé par d'autres, profitèrent d'opportunités créées par le chaos environnemental pour se diversifier et se disperser, survécurent à l'extinction de la fin du Trias qui élimina leurs compétiteurs et dominèrent ensuite la Terre pendant plus de 130 millions d'années. Leur règne fut finalement terminé par un autre événement
événement catastrophique, l'impact de l'astéroïde qui causa l'extinction de la fin du Crétacé. Mais leurs descendants, les oiseaux, persistent et prospèrent aujourd'hui. Cette longue perspective temporelle nous aide à contextualiser notre propre moment dans l'histoire. L'humanité moderne a existé pendant seulement environ 300 000 ans. Notre civilisation, avec l'agriculture, les villes, l'écriture, n'a que 10 000 ans. L'ère industrielle, avec ses émissions massives de carbone, a commencé il y a à peine 2 siècles. Nous sommes incroyablement jeunes comparés à l'immensité du temps géologique. Les dinosaures régnèrent pendant plus de 130 millions d'années. Survivrons-nous aussi longtemps? Cela dépend des choix que nous faisons maintenant. L'étude de la paléontologie et de la géologie n'est pas simplement un exercice académique de curiosité pour le passé. C'est un moyen de comprendre les processus fondamentaux qui régissent notre planète et la vie qu'elle abrite. C'est un moyen de mettre notre propre existence en perspective, de réaliser que nous sommes partis d'une histoire beaucoup plus grande que nous-mêmes. C'est un moyen d'apprendre des erreurs et des succès du passé pour mieux naviguer le futur. L'épisode pluvial carnien, cet orage qui dura 3 millions d'années, transforma la face de la Terre. Il transforma les déserts en forêts, élimina un tiers de la vie marine et ouvrit la voie à l'ère des dinosaures. C'était un événement d'une ampleur difficile à imaginer, une perturbation du système terrestre qui résonna à travers les âges. Et pourtant, la Terre se rétablit. La vie persista. De nouvelles formes émergèrent. Le monde qui émergea après le Carnien était différent de celui qui l'avait précédé, mais il était vibrant et diversifié. Aujourd'hui, alors que nous faisons face à nos propres défis environnementaux, nous pouvons puiser de l'inspiration et de la sagesse dans ces histoires anciennes. Nous pouvons apprendre que les changements environnementaux ont des conséquences réelles et durables. Nous pouvons apprendre que la biodiversité est précieuse et que les extinctions sont irréversibles. Nous pouvons apprendre que les écosystèmes sont complexes et interconnectés et que perturber une partie peut avoir des effets inattendus sur l'ensemble. Et nous pouvons apprendre que, malgré tout, la vie est résiliente et adaptable. Dans les archives fossiles, dans les couches de roches déposées il y a 234 millions d'années, nous trouvons les témoignages silencieux d'un monde en pleine transformation. Des troncs d'arbres pétrifiés qui poussaient dans des forêts aujourd'hui disparues, des empreintes de pas de dinosaures primitifs qui marchaient sur des plages maintenant transformées en pierre, des coquilles d'ammonites qui nageaient dans des mers dont l'eau s'est depuis longtemps évaporée. Ces fossiles sont nos fenêtres sur le passé, nos moyens de voyager dans le temps et de voir des mondes qui n'existent plus. Chaque fossile a une histoire à raconter. L'histoire d'un individu qui vivait, respirait, se nourrissait, se reproduisait dans un monde si différent du nôtre. L'histoire d'une espèce qui évoluait, s'adaptait, prospérait ou déclinait. L'histoire d'un écosystème, d'un climat, d'une planète en constante transformation. En rassemblant ces histoires individuelles, en les plaçant dans leur contexte géologique et biologique, nous reconstruisons l'histoire de la vie sur Terre. Cette histoire est riche et complexe, pleine de triomphes et de tragédies, d'innovations et d'extinctions, de stabilité et de changement. C'est l'histoire de notre planète, et c'est aussi notre histoire, car nous sommes les descendants de ces organismes anciens, les héritiers de leurs innovations évolutives, les produits de 4 milliards d'années d'évolution. Dans leur succès et leur échec, nous voyons les possibilités et les limites de la vie elle-même. L'épisode pluvial carnien nous rappelle que notre planète est dynamique, que le climat peut changer dramatiquement, que les écosystèmes peuvent être transformés. Mais il nous rappelle aussi que de ces transformations peuvent émerger de nouvelles opportunités, de nouvelles formes de vie, de nouvelles merveilles. Les dinosaures, qui domineraient la Terre pendant des dizaines de millions d'années, qui évolueraient en une diversité extraordinaire de formes et de tailles, qui donneraient naissance aux oiseaux qui peuplent aujourd'hui nos cieux, tous descendaient de ces créatures modestes qui profitèrent des opportunités créées par 3 millions d'années de pluie. Alors que nous terminons ce voyage dans le temps, revenons brièvement au présent. Nous vivons sur une planète façonnée par des milliards d'années d'histoire géologique et biologique. Chaque montagne, chaque océan, chaque être vivant est le produit de cette longue histoire. En comprenant cette histoire, nous comprenons mieux notre place dans le monde, notre relation avec les autres formes de vie, notre responsabilité envers le futur. Les défis environnementaux auxquels nous faisons face aujourd'hui sont réels et urgents. Le changement climatique, la perte de biodiversité, la pollution, la dégradation des écosystèmes, tous demandent notre attention et notre action. Mais en regardant dans le passé profond, nous trouvons de la perspective et de l'espoir. La Terre a survécu à de nombreuses crises. La vie a persisté à travers d'innombrables extinctions.
et de nouvelles merveilles ont toujours émergé des cendres de l'ancien. Notre espèce possède quelque chose d'unique dans l'histoire de la vie, la capacité de comprendre notre propre histoire évolutive, de prédire les conséquences de nos actions et de faire des choix conscients pour façonner notre futur. Nous ne sommes pas de simples passagers emportés par les courants de l'évolution et de la géologie. Nous avons le pouvoir d'influencer le cours de l'histoire, pour le meilleur ou pour le pire. Ce pouvoir vient avec une responsabilité énorme. En étudiant des événements comme l'épisode pluvial carnien, nous nous équipons des connaissances nécessaires pour faire des choix éclairés. Nous apprenons comment les systèmes terrestres fonctionnent, comment la vie répond aux changements, quelles sont les conséquences des perturbations environnementales. Cette connaissance n'est pas simplement académique, c'est pratique, utile, essentiel pour naviguer les défis de notre époque. L'orage, qui dura 3 millions d'années, est terminé depuis longtemps. Les déserts qu'il transforma en forêt sont maintenant des affleurements rocheux, exposant leurs secrets aux géologues. Les dinosaures qu'il aida à se disperser ont dominé puis disparu, laissant seulement leurs fossiles et leurs descendants aviaires. Le monde a continué à tourner, à évoluer, à changer, et pourtant, l'histoire du Carnien résonne encore, nous parlant à travers les abîmes du temps, nous enseignant des leçons sur la nature du changement, la résilience de la vie et les liens profonds entre la Terre et ses habitants. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage extraordinaire à travers le temps, jusqu'à une époque où la pluie tombait sans cesse, où les déserts se transformaient en jardins, où les dinosaures commençaient leur longue marche vers la domination du monde. Si vous avez apprécié cette exploration du passé profond, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de vous abonner à la chaîne et de partager cette vidéo avec d'autres passionnés d'histoire naturelle. Dites-nous en commentaire ce qui vous a le plus fasciné dans cette histoire et de quelle partie du monde vous nous regardez. La Terre a tant d'histoires à raconter et nous continuerons à les explorer ensemble. Que ce récit vous accompagne dans vos rêves, vous transportant vers des mondes anciens où des créatures extraordinaires vivaient sous des pluies éternelles, où la vie trouvait toujours son chemin même face aux plus grands bouleversements. Bonne nuit, chers voyageurs du temps, et à bientôt pour de nouvelles aventures dans les profondeurs du passé.